One, two, three, four. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo des archives concernant le mois de mai où il fait clairement beaucoup trop chaud. Mais bon, je vais arrêter avec les intros où je commence à dire n'importe quoi et nous allons tout de suite commencer les films. Alors, avant de pleinement commencer les découvertes ce mois-ci, je vais revenir sur les revisionnages que j'ai eu de quelques films. Il y en a eu plus que la dernière fois. Donc, les films, c'était Le Dain et Réalité de Dupieux et Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Donc, les notes que je leur ai mises, c'est respectivement A+, A+. Voilà. Du coup, Le Dain et Réalité, c'est deux excellentes comédies surréalistes qui ont comme postulat de base à peu près de parodier deux genres, on va dire, assez distincts. Donc pour Réalité, c'est une espèce d'ambiance onirique où t'as plusieurs couches de réalité, quoi. En gros, un peu comme un film de David Lynch, hein, si vous voyez. Je le vois vraiment comme ça, moi. Mais sur un prétexte complètement con, ce qui fait que je trouve le film hilarant. Beaucoup mieux pas mal de David Lynch, hein. Et puis Le Dain, c'est pareil. J'ai adoré l'ambiance faux film de slasher, toujours avec un concept assez débile sur ce mec qui parle avec son manteau, là. Vraiment super drôle. Et avec deux super acteurs, donc Chabat et Dujardin, les font très bien dans leur rôle respective. Je préfère un peu plus l'ambiance du Dain, c'est pour ça qu'il est en plus. Et quant à Eyes Wide Shut, du coup de Kubrick, c'est pas l'un de mes préférés, je dirais pas ça non plus. Mais bon, il a fait très peu de films, donc techniquement c'est plus ou moins l'un de mes préférés. Mais c'est pas tant le fait qu'il est moins bien réussi, c'est surtout le fait que je suis un peu moins pris dedans dans ce genre d'histoire de couple. Mais le film, il a vraiment quelque chose d'envoûtant. Bon, on voit pas le temps passer, etc. Après, en termes de réalisation, c'est toujours excellent. Super prenant, etc. etc. Excellent film à voir. Nous arrivons à la deuxième partie des revisionnages où je vais parler de tous les films Astérix que j'ai vus durant le mois. Il y en avait pas mal, je vais regarder combien il y en a. Parce que j'ai regardé la série qu'a fait Chabat sur le combat des chefs. Donc je me suis dit autant que je revois les autres Astérix, comme ça me permet de me mettre à jour quoi globalement. Alors ceux que j'ai vus, il y a la série Le combat des chefs, hein, comme je l'ai dit. Il y a les 12 travaux, il y a Mission Cléopâtre, hein, Le coup du menhir, Astérix et Cléopâtre, et voilà, c'est tout. Donc ça fait 5 films. Il y en a un autre que j'ai vu, je parlerai un peu plus tard, lui. Et les notes, je vais les donner respectivement. Du coup, c'est A, S-, A-, S-, B, et voilà, c'est tout. La série qu'a fait Chabat sur Netflix est vraiment super bonne. J'aurais quand même préféré qu'il fasse un film, mais bon, ça c'est pas grave. Non, mais c'est une très bonne adaptation de la BD de base. Le combat des chefs, qui est pas une de mes préférées non plus, mais qui rend très bien. Il y a eu beaucoup de créativité dans l'animation, etc. Je peux en parler 5 heures, mais non, il a très bien réussi à refaire du Astérix, hein, comme la dernière fois, vu que c'est lui qui a fait le meilleur film live. Et ouais, non, il y a vraiment quelque chose de frais, et qui est peut-être l'un des meilleurs trucs qui a été fait autour d'Astérix durant ces quelques années, ouais, même en termes de BD, c'était pas excellent ce qui est sorti. Du coup, les 12 travaux, l'un des rostas des films d'animation Astérix, qui est pas loin d'être mon préféré. Il y en a un autre que je préfère, vous verrez. Oui, en même temps, vous avez les notes. Déjà, c'est le plus drôle. Il y a une vraie richesse en termes de pattes comiques, étant donné que c'est directement Goscinny qui a écrit ce film, et réalisé aussi. Je sais plus si Uderzo l'a réalisé aussi. On retrouve superbement bien les personnalités d'Obélix et Astérix là-dedans. C'est peut-être le film qui les exploite mieux. Les films récents, surtout en prise de vue réelle, ils savent pas très bien retranscrire leur personnalité. J'en parlerai un peu mieux plus tard. Et oui, non, elle est clairement partie des meilleurs instants de comédie que j'ai jamais vu dans une œuvre de fiction. Évidemment, c'est à conseiller absolument. Le Mission Cléopâtre de Chabat, qui lui aussi est super drôle. Je préfère toujours en termes humour purement les 12 travaux, mais lui il est quand même génial. Je lui ai mis moins parce que je trouve à titre personnel qu'il y a pas mal de moments qui font pas très Astérix, notamment le fait d'essayer de lui donner une amoureuse. C'était vraiment parmi les pires moments du film. C'est quand même assez culte et j'ai pas besoin d'en rajouter, je pense. Vous l'avez certainement déjà tous vu. Le couple des menhirs. Alors donc lui c'est effectivement mon préféré. C'est le plus glauque aussi de tous les Astérix. Il a vraiment une patte particulière par rapport aux autres. C'est une adaptation du combat des chefs, enfin de la moitié du combat des chefs on va dire, et du devin. Et si je devais la comparer avec la série de Chabat, je dirais que les parties que le coup du menhir a pris du combat des chefs, ils ont rajouté une meilleure créativité, j'ai envie de dire, alors que Chabat c'est très bien débrouillé là-dedans. Mais le coup du menhir vraiment il est au-dessus, hein, vous voyez. Et son ambiance est très bien gérée dans le glauque, comme j'ai dit, mais aussi dans l'humour. C'est pour ça qu'il est vraiment excellent, hein. Regardez-le. Donc Astérix et Cléopâtre, le premier film fait par Uderzo et Goscinny. Parce qu'il n'y en a que deux, c'est que lui et 12 travaux. Je lui ai mis B parce qu'il est quand même, il a pas mal vieilli. Les 12 travaux aussi ont pas mal vieilli par un instant en termes d'animation par exemple. Mais vraiment, Cléopâtre, lui c'est vraiment un ton supérieur à ce niveau-là. Et que quand on compare avec celui qui a fait Chabat, il y a moins de force dans les personnages. Il y a moins d'attache, quoi, j'ai envie de dire ça. Mais sinon, ça reste quand même vachement bien, hein. Adaptation très intéressante de la bande dessinée parce qu'ils réussissent très bien à passer d'un médium à l'autre avec une fluidité certaine. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film du coup, même si c'est pas le plus grand de toute l'humanité, quoi. Voilà qui est fait pour Astérix. Il y en a un autre que je parlerai un peu plus tard. Et je compte en
en parler le mois prochain. Mais là, nous allons rentrer donc dans les films directement que j'ai découvert durant ce mois-ci. Et le premier, il est un peu spécial, hein, pas vraiment un film, mais bon. C'est le live à Pompéi des Pink Floyd, donc réalisé par Adrian Maben, que j'ai vu, qui a aussi réalisé d'autres documentaires sur les Pink Floyd et d'autres trucs à droite à gauche. Donc, ce film qui n'est pas un film, c'est juste un enregistrement de pas mal des chansons des Pink Floyd, coupé à des moments d'interview. Je lui mettrai pas de note, je pense, même si ça doit être le meilleur film du mois, compliqué. Parce que les musiques de Pink Floyd ont vraiment un impact fort, et les voir directement travailler dessus avec toutes les techniques qu'ils ont, très particulières à l'époque, le moment où il faut enregistrer un chien par exemple, etc. Je trouvais que dans le film, il se concentrait principalement sur le batteur qui s'appelle... C'était pas Nick Mason? Attendez. Eh ben si, j'ai raison, Nick Masson. Parce qu'apparemment ils ont paumé pas mal d'images et c'était principalement que lui qui gardait, donc c'est pour ça qu'on voit surtout lui. Mais vraiment voir ces musiques faites directement en live à Pompéi avec la résonance particulière, ça ajoute quelque chose de vraiment transcendant, comme pas mal de musiques des Pink Floyd. Mais là sur le coup, ils voient en plus au cinéma, parce qu'il y avait la ressortie en salle, en 4K et tout, avec la sonorité à fond, c'était vraiment super comme expérience. En plus, moi, Pink Floyd, je connais plus à partir de Dark Side of the Moon, et le truc à Pompéi c'était avant, donc c'est des musiques que je connais pas beaucoup, mais qui sont quand même excellentes, notamment Echo, un grand classique, puis d'autres, c'était... moi j'aurais dû réécouter. Je te brise en plusieurs morceaux, je sais plus c'est quoi exactement le titre, mais c'est ça l'idée. Puis donc, comme j'ai dit, c'est couplé avec des interviews des membres du groupe, qui est très intéressante, pour pas mal d'idées. Qui est marrant, ils parlent pas trop de Syd Barrett, mec assez important de l'histoire des Pink Floyd, mais tu sens qu'ils veulent presque l'évoquer, c'est assez particulier, c'est très intéressant. Puis ils déconnent pas mal les Pink. Il y a également les débuts d'enregistrement de certaines musiques de Dark Side of the Moon, ce qui était quand même pas mal cool. Tout ça là, c'est que dans la version Director's Cut. La version originale, c'est que le live à Pompéi. Mais concernant les musiques de Dark Side of the Moon, c'est surtout Us. Et le mot là anglais qui... Donc c'était vraiment cool à regarder. Pour vraiment s'imprégner de l'ambiance des Pink Floyd, qui sont un excellent groupe, c'est un indispensable. Avec The Wall évidemment, hein. Mais voilà, le prochain film est un petit peu moins intéressant et peut-être un peu plus marrant. C'était Nightmare Wedding, super prononciation, de Tyler Gillet et Matt Bettinelli au plein. Opeline, je ne sais pas. Donc Nightmare Wedding, c'est le titre français de Ready or Not, donc qui vient rentrer dans cette liste de traductions exactes de titres anglais en français, et je lui ai donné B. Alors le scénario, on va suivre une jeune mariée qui s'appelle Grace, durant sa nuit de noces, où la famille de son mari lui aura prévu un genre de jeu, donc comme le titre anglais le laisse deviner, cache-cache, mais un cache-cache mortel vu que c'est un film d'horreur, parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable, bon, des histoires un peu compliquées. C'était très fun comme film à voir. C'est pas de l'horreur qui fait très peur, hein, on va pas se mentir. Ça reste efficace et ça peut être très gore par moment. Mais ce qui va en sortir surtout, c'est le fun. Enfin, je trouve, moi, du truc. En termes de personnages, ça s'en sort bien. L'héroïne est très attachante, hein, donc c'est le final girl, évidemment. Le cliché des films d'horreur qui fonctionne bien, hein, où en gros, t'auras juste une seule survivante, qui est souvent féminine, comme dans Massacre à la tronçonneuse, Alien. Elle s'en sort bien. Donc l'actrice qui est Samara Weaving, qui réussit vraiment à bien retranscrire tout ce qui va arriver à son personnage, qui lui arrive quand même sacrément beaucoup de merde, hein, on va pas se mentir. Déjà, il y a sa famille par alliance qui veut la buter, et en plus, se prend un clou dans la main, bon, des trucs pas très joyeux. Voilà. La famille, ça va aussi, ils ont des personnalités assez distinctes qui permettent de bien cimenter leur groupe et en faire des antagonistes assez intéressants. Surtout concernant le frère du marié, du coup, joué par Adam Brody, donc doublé en français par Donald Renew, qui a un développement plutôt intéressant, qui fonctionne bien, qui est pas mal filé durant tout le film, du coup c'est cool. Et le mari en soi, il est passable, mais ça marche bien, puis le développement aussi qu'ils font autour de lui est bien développé. Je conseille de voir, c'est quand même fun, surtout si c'est votre type de film, après c'est pas du grand cinéma quoi, mais bon. J'ai connu plus divertissant quoi. Mais tout de même, c'est assez cool, hein. J'aurais pas grand chose à reprocher. Et c'est quand même toujours mieux que Terrifier. Bref, un nouveau film qui, pour le coup, est quand même beaucoup plus intéressant, vu que j'ai vu beaucoup de bangers durant le mois, c'est Hitcher de Robert Harmon, quelque chose comme ça. Lui, je lui ai donné A+, donc vraiment un super film. L'histoire est simple, c'est un conducteur de nuit sur une grande autoroute dans les États-Unis, dans le Texas, je crois, un truc comme ça, qui durant son trajet rencontre quelqu'un qui fait de l'autostop, il décide de le prendre, mais malheureusement, ce sera un gros psychopathe, à nouveau plus ou moins un film d'horreur. Et la première chose qu'on peut se dire devant ce film, c'est que Christopher Nolan l'a totalement pompé pour The Dark Knight, hein. C'est genre vraiment exactement le même
déroulé. Au développement près de perso à peu près, hein. Vraiment c'est quasiment la même chose. Mais donc, ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même vraiment génial du coup. Mais limite à quelques moments je dirais même que c'est mieux que The Dark Knight, c'est compliqué. Donc toute l'évolution autour du jeune conducteur, hein, le protagoniste, est vraiment parfaitement bien maîtrisée par son acteur qui a pas fait grand chose il me semble, mais qui le rend parfaitement bien comme dans le film que j'ai parlé avant, hein, bizarrement. Toute l'évolution dans l'horreur et tout ce qui va lui arriver et tout le charisme qu'il va prendre au cours du film font que ce sera un excellent film, on va pas se mentir. Il va vraiment passer par pas mal d'aspects, notamment un truc Hitchcockien, j'ai envie de dire, de faux coupable, parce que globalement l'autostoppeur qui s'appelle John Ryder va faire en sorte que le protagoniste soit accusé des meurtres que lui il a commis. Donc le protagoniste qui s'appelle Jim. Du coup le film il passe par des aspects comme ça, parce qu'il sait très bien se renouveler dans son genre. Il peut avoir des scènes d'action de course-poursuite à la Mad Max très bien réussies. Il peut avoir des scènes de tension plus entre personnages, comme Hitchcock ou je sais pas ce qui vaudrait à ce niveau-là préféré. Mais... Et bien évidemment, hein, comme pour The Dark Knight, le truc qui va vous marquer le plus durant quasiment tout le film, c'est son antagoniste, hein, John Ryder comme je l'ai dit, qui est vraiment un délice à suivre. Donc joué par le mec qui fera Roy Batty de Blade Runner, et qui là encore est parfait, génial, etc. Je n'ai pas grand chose à dire. Juste quelques trucs de logique, parce que des fois, c'est un peu gros la manière dont il s'en sort, l'antagoniste. Hein. Ce qui fait que je trouve quand même un peu moins crédible que The Dark Knight. C'est peut-être à revoir, je ne sais pas. En vrai, je me rends mal de The Dark Knight, ça fait quand même longtemps. Mais malgré les pics que j'ai pas vraiment développés, ça reste un film qui est super solide. À voir évidemment. J'ai eu la chance de le voir au cinéma dans le Méliès, le meilleur cinéma du monde, dont je fais la pub pour presque la première fois, je crois, dans cette émission. Et donc je recommencerai à faire la pub, hein, parce que j'en ai vu beaucoup des films au Méliès ce mois-ci. Et voilà. En tout cas, concernant Hitcher, vraiment, foncez en voiture. Où est-ce que je vais ? Bon, je vais m'arrêter et tout de suite passer à l'autre film, qui là encore est un banger. Un peu différent pour le coup, c'est Poil de carotte de Julien Duvivier. Poil de carotte, c'est l'adaptation d'un bouquin dont je ne sais plus le nom de l'auteur. Et ça raconte l'histoire de Poil de carotte, donc c'est un enfant qui est mal aimé par sa famille, surtout sa mère et son père est assez indifférent. Et l'histoire elle est très prenante, je l'ai mis A+, j'aurais pu le mettre en S en vrai, tellement j'ai vraiment beaucoup kiffé l'histoire, parce que le perso de Poil de carotte du coup est hyper attachant, très grande force du film autour de lui, toute l'évolution qu'il aura, donc de sa mère qui le malmène en le forçant à faire des travaux, en ne respectant pas ses volontés, en se foutant de ses peurs, hein, alors que c'est un gosse quoi, vous voyez. Le plus gros du développement du film, ça va surtout être son rapport avec son père, qui évoluera durant toute l'entièreté, je vais pas trop spoiler mais bon. On se devine un peu quand même ce qui risque d'arriver, mais ça reste efficacement fait. Le film regorge de scènes magistrales et magnifiquement faites. J'ai beaucoup aimé notamment le faux mariage qu'il fera avec une fille de son âge je crois, parce qu'en vrai ils ont genre, je sais pas... 11 ans, un truc comme ça. Très joli, qui est mené par son parrain. Très attachant, hein. Il y a un côté décalé avec ce personnage, vu que tout le reste du film est quand même un peu sérieux. Ça fait du bien de pouvoir se relâcher un peu avec ce genre de personnages qui sont plus ou moins des comic relief. Et qui est un peu un genre de soleil dans la vie de Poil de carotte, vu que c'est les seuls moments où il peut s'amuser un peu. Vu qu'il lui arrivera des pensées un petit peu graves, hein, et négatives. Un peu comme Mouchette de Bresson du mois précédent, si vous vous souvenez. Ouais, ils ont quelques évolutions réciproques. Après, Poil de carotte, c'est quand même beaucoup plus joyeux. Et c'est aussi un petit défaut quand même je trouve, qui est rien. C'est que globalement le fait que je suis plus rentré dans Poil de carotte, c'est le fait que Bresson me refroidit pas mal avec sa propre mise en scène. C'est assez compliqué de parler de lui, il faudrait que j'en vois plus, hein, bon. Là où Duvivier est quand même beaucoup plus coloré, même si c'est noir et blanc. En tout cas c'est plus facile pour moi de directement rentrer en résonance avec son cinéma. Mais le défaut que je voulais dire finalement du film, c'est un défaut à la con, c'est que quand même ils surjouent beaucoup hein, les comédiens. C'est un problème de l'époque. Le film il est en 30 un truc comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on était vraiment dans une sorte de transition entre le muet et le parlant. On savait pas encore vraiment comment bien faire dialoguer au cinéma, donc ça faisait très théâtral, d'où le jeu qui est particulier quoi. C'est vraiment le truc un peu du négatif que j'en retirais là-dedans. Mais sinon c'est franchement superbe, excellent. À voir. Apparemment c'est pas sa première adaptation, Poil de carotte. Duvivier en a fait un autre avant, muet totalement. J'essaierai de le trouver et de le regarder, hein. Ça m'a l'air intéressant. Il m'a l'air pas mal comme réalisateur. Enfin nous allons pouvoir parler d'un autre film qui est là encore un banger absolu, c'est Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux de Benjamin Massoubre et Amandine Fredon.
Elle s'appelle Frodo. Du coup, le petit Nicolas, quoi que j'en ai pensé, je lui ai mis S-. Pour l'instant, c'est le meilleur film, qui est vraiment un film du mois. Mais ce qui le rend excellent, c'est que, donc d'une part, je vais résumer un petit peu l'histoire. C'est pas que une adaptation du petit Nicolas. Le film est divisé en deux parties qui jonglent l'une sur l'autre. Donc c'est une partie où c'est une adaptation directe du petit Nicolas et vraiment une adaptation des planches directement. Donc je pense que ça va être les mêmes gags, contrairement aux adaptations récentes où ils changent pas mal. Ce qui fait que c'est bien, c'est que c'est écrit donc, par Goscinny, le mec qui a fait Astérix, on y revient toujours. Donc c'est hilarant, il est vraiment super drôle, il réussit très bien à mettre une certaine tendresse aussi dans son humour, qui fonctionne bien, et puis l'animation le rend vraiment superbe, contrairement au film live, je pense, que je n'ai pas regardé mais qui m'ont l'air bien naze. Et la deuxième partie, ce sera une retranscription de la vie de René Goscinny et de Jean-Jacques Sempé, qui sont les auteurs du Petit Nicolas. Donc Goscinny, c'est lui qui a fait les textes, et Sempé, c'est celui qui fera les dessins. Là aussi, c'est très intéressant de les voir. Donc ils sont tous les deux doublés par Alain Chabat pour Goscinny. Je parle que de lui dans cette émission, c'est quand même bizarre. Et Sempé, lui, c'est par Laurent Lafitte. Il le rend très bien, j'ai trouvé. Peut-être même l'un des meilleurs rôles de Chabat, ça c'est compliqué à définir à ce niveau-là. Entre Didier et ce qu'il fait dans L'Amant Ouf. Mais en tout cas, c'est très tendre, c'est très beau ce qu'ils font. On a évidemment tout le début de la création du petit Nicolas et aussi de comment est-ce qu'il recherche ses gags, Goscinny, et comment Sempé en fait le retranscrit en dessin. C'est très bien fait par l'animation, vu que c'est un film d'animation, hein, ça aide beaucoup à rentrer dedans, c'est sûr. Et qui permet d'avoir vraiment une tendresse, notamment vers la fin, du coup, où, pas vraiment un spoil, mais ils vont parler de la mort de Goscinny. C'est un spoil parce qu'ils en parlent un petit peu au début aussi, donc voilà. Et aussi de toute leur histoire en soi, qui est quand même assez tragique pour les deux. Je veux dire, Goscinny, il a vécu quand même la Seconde Guerre mondiale, c'était pas une période simple, c'est un concours d'euphémisme. Et Sempé, lui, a quand même pas mal galéré aussi. Hein, le défaut que je donnerais à ça, ce qui fait qu'il est en moins et pas juste S, c'est quand même, leur histoire, ça fait un peu page Wikipédia, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, dans le film, c'est présenté comme ça, c'est Goscinny ou Sempé qui parle directement au petit Nicolas. Donc ils ont des hallucinations, etc. Mais tu vis pas en même temps leur vie, c'est juste qu'ils te la racontent. C'est un peu moins fort que si tu l'aurais directement montré, vous voyez. Mais ça reste beau, hein. Puis ça fait vraiment le côté le devoir de transmission d'histoire, surtout avec Goscinny. Et vu que c'est un petit peu ce que le film veut être, c'est très fort. C'est vraiment très puissant, très poignant. Vraiment, je encourage énormément par ce film. Surtout que Chabat, encore une fois, double un chien. Franchement, ça fait plaisir. C'est dommage qu'il double pas Idéfix dans le combat des chefs, ça aurait été marrant. Surtout qu'en plus, je trouve que son Astérix, c'est pas forcément folichon, mais bon, ça c'est une autre histoire. On aurait dû en parler avant. Bon, bref, le petit Nicolas, comme je l'ai dit, excellent, j'ai rien à dire. Regardez-le, c'est torrent quand c'est beau. C'est un peu comme du Kitano, mais avec plus de texte. Franchement, voilà. Je me materai peut-être si je suis dépressif, les films en prise de vue réelle du petit Nicolas. Je crois qu'il y en a 3 en plus. Mais là, je pourrais directement, pleinement, efficacement dire Goscinny c'est beaucoup mieux. Ce sera probablement du même niveau que les live-action d'Astérix, mais bon, ça c'est... Voilà. Mais en tout cas, si vous en avez marre que je dise des trucs positifs, je vais pleinement pouvoir me plaindre avec le prochain film qui est Les Linceuls de Cronenberg. Donc avec Vincent Cassel, sorti cette année. Lui, je lui ai mis D. Concernant Cronenberg, je crois que c'est la première fois que je vais en parler, je pense, dans cette émission. J'aime bien. Je suis pas expert, j'ai pas beaucoup vu. C'est cool ce qu'il fait, quoi. J'aime bien La Mouche. Pour semblant, c'est mon préféré, je pense. Existence, c'était pas mal. Vidéodrome, j'ai un peu de mal, mais j'ai vu que ça, donc voilà. Les Linceuls. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai pas aimé? Donc, on va commencer par l'histoire, hein, ça me paraît important. On suit un type qui est joué par Vincent Cassel, qui a inventé des linceuls très particuliers qui filment le corps qu'il recouvre. Comme ça, les familles des défunts peuvent voir directement l'avancement de l'état de décomposition du cadavre, parce que ça doit leur aider à faire leur deuil, je suppose. Et il y a un jour un acte de vandalisme sur son cimetière, où certains linceuls ont été volés, et également en parallèle, il va également trouver des traces chelous sur le cadavre de sa défunte femme, et il va se demander qu'est-ce que ça peut être. Donc, nous sommes face à un film à mystère, hein, évidemment, mais vu que ça se termine un peu comme dans Blow Up, la réponse sera très décevante. Globalement, je spoil ou pas. Ouais, tout va jouer autour du perso de Guy Pearce, qui fait un genre de complotiste en gros, qui est trop peu présent pour qu'on puisse dire qu'il soit exploité, ce qui rend pas mal forcé certains trucs hein, d'ailleurs. Ouais, non, il y a une ambiance assez bizarre là-dedans, dans le fait qu'on n'ait jamais les réponses à nos questions, et les seules réponses qu'on ait sont assez décevantes, mais voilà. Ce qui fait que t'as un sentiment assez de vide quand tu ressors de la salle, parce que durant tout le film, il se passe pas vraiment grand-chose, véritablement. T'as certes toute l'évocation du deuil, peut-être assez forte par moment, mais c'est
C'est compliqué. Disons que c'est un film de Cronenberg. Et du coup, quand il parle du deuil de sa femme, le personnage, il parle plus de son corps que d'elle-même. Et pas genre son corps, genre la femme c'est un objet, non, vraiment juste le corps. Vu que Cronenberg, il a une fascination pour les corps, d'une manière générale. Ça, c'est un truc assez évident, hein, ne serait-ce que la mouche. Hein. L'évolution du corps, etc. Ce genre de truc. D'où le scénar, où ça consiste à regarder des cadavres. Mais le film, après, donc plus ou moins un avancement d'enquête qui avance pas, hein, comme je l'ai dit. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Le film, il est vide. Il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe. Les quelques développements sont très chelous, notamment autour de l'IA, ça parle un peu d'IA, qui utilise le personnage de Vincent Cassel, et aussi tout le délire avec ses conquêtes amoureuses qui sont vraiment mal exploitées, quoi. En plus, le film te conclut là-dessus, quoi. C'est vraiment... On se demande pourquoi c'était là-dessus. Et tout le monde se comporte vraiment de façon étrange et pas très cohérente, je trouve. Bon, déjà, il y a une raison bizarre, ce qui font que toutes les meufs sont visiblement attirées sexuellement par Cassel. Mais bon, ça, c'est un truc qu'on voit souvent au cinéma. Non, mais les persos inexplicablement attirés par le protagoniste. Pas spécialement que Vincent Cassel, hein. Je ne vous conseillerais pas de voir ce film, à part si vous voulez être déçu. Mais ce qui me fait chier, moi, en vrai, parce que apparemment c'est vraiment le truc le plus personnel que Cronenberg a pu nous proposer, en tout cas c'est comme ça qu'il a été vendu. Mais t'en sortiras pas spécialement grandi, quoi, c'est dommage. Après, on peut pas forcément réussir chaque fois, hein. Des fois on se plante et des fois on réussit, comme le film d'après, qui est très réussi, vu que ça va être le meilleur film du mois, avec Pink Floyd, mais c'est particulier, qui est Samoto Son île de Nobuhiko Obayashi. Bon, je le mets tout de suite, je l'ai mis en S. Obayashi, qui c'est? C'est un réalisateur japonais du coup, connu, car moi je le connais principalement pour le film d'horreur Aosu, ou House, hein, si vous voulez parler en anglais. Film d'horreur super, hein, pas vraiment horrifique, plutôt marrant, vraiment très créatif, qui est vraiment à la base de quasiment tous les films timbrés japonais. Super film à voir. Et il a également réalisé ce film-ci, qui est une romance pour le coup, rien d'horrifique, et qui est peut-être même mieux. Je pensais pas vraiment qu'il aurait fait mieux aussitôt, vu que c'est le deuxième film de lui que je vois. J'aurais sincèrement pas cru. Mais vraiment, c'était impeccable. Je n'ai rien à dire. À part un point à la fin. Bon. Quand même un peu développé. L'histoire, c'est que on va suivre un étudiant en musique qui, suite à une rupture amoureuse, c'est lui qui sera à l'origine de la rupture, fera une petite balade sur sa moto et rencontrera par hasard une meuf. Et ils auront le coup de foudre et c'est de là que partira l'intrigue. Et c'est magnifique. La romance du film, qui est clairement le point principal, est excellemment bien rendu. On sent vraiment à travers toutes leurs interactions qu'ils sont faits pour être ensemble, vous voyez. Ils sont vraiment super mignons tous les deux, comme le fait qu'ils s'arrêtent pas de s'appeler téléphoniquement et qu'ils peuvent pas terminer la conversation, vous voyez. Ce genre de truc qui est pas fait cliché mais vraiment fait d'une manière forte, notamment. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui fait de la musique du coup. Il aura composé une petite chanson qui est très jolie là aussi. Il y a pas mal de musique dans le film qui reviennent, de chansons de manière générale. Pas que de lui, hein, il y a aussi la meuf avec qui il a rompu qui chante à un moment. Et tout ça, ça augmente bien l'ambiance très forte du film. Et c'est couplé à d'excellentes idées de mise en scène. L'un principal, c'est le fait que le film va jongler constamment entre les couleurs et le noir et blanc, qui est un concept qui est introduit par cette phrase que vous verrez sur les Letterboxd. Tout le monde l'a mis dans leur review, qui est que genre, certains font des rêves colorés, les miens sont en noir et blanc. C'est joli je trouve, c'est poétique. On peut faire un peu pédant, c'est vrai. Et franchement moi ça me plaît bien. Voilà, le film est plus ou moins introduit comme ça, où c'est notre protagoniste, qui a une moto du coup, qui se remémore certains événements de son passé, et donc c'est-à-dire que c'est un truc qui je trouve est un peu à la recherche du temps perdu, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il se remémore des instants de sa jeunesse, et qui est augmenté par ce principe de réalisation, donc du noir et blanc de la couleur, qui est vraiment pas mal et très créatif, par plein d'aspects différents, très efficacement fait. Et aussi cette anecdote autour de l'île, hein, d'où le titre va être. Le protagoniste est très fort parce qu'il est assez surprenant. Au premier abord, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un genre de personnage bad boys des années 80, vu qu'il a un peu toute la dégaine. Mais non, il est vraiment beaucoup plus sensible que ça, ce qui fait qu'il me plaît bien, et puis il a un côté assez réfléchi, hein, parce que lui, par exemple, il trouve que les mecs qui se la pètent à moto sont des gens un petit peu puérils, quoi, alors que lui, vraiment, sa moto, c'est juste pour sentir un petit peu de liberté, quoi, on va dire, et qui sont les raisons pour lesquelles il avait rompu à la base, c'est qu'il trouvait que ça les enfermait tous les deux dans leur propre rôle de couple, et qu'il trouvera plus de ce qu'il cherche à travers sa nouvelle conquête, donc, qui, comme je l'ai dit, est vraiment une relation très mignonne. Voilà, c'est un super film, et puis les japonais, je trouve qu'ils ont un sens particulier de la romance, qui la rend tout de suite même peut-être plus forte que ce qu'on fait en Occident, si vous voulez mon avis. Et puis d'autres trucs, comme les plans qui sont magnifiques, hein, ça c'est super, et puis etc. On retrouve aussi donc toute
la frénésie qu'il y avait dans House, mais beaucoup plus calme. Vu que c'est pas un film fantastique, il va pas se passer des trucs de barge, genre quelqu'un qui se fait manger par un piano ou toute sa tête se transforme en pastèque, c'est une histoire compliquée. Mais dans la richesse de réalisation, il y aura quand même un petit peu de ça, c'est sympa. Non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié et ça donne très envie de savoir ce qu'il a pu faire d'autre ce réalisateur, Obayashi. Même si c'est pas évident à trouver, surtout avec des sous-titres français, je me renseignerai et puis je trouverai bien de toute façon. Rien n'est perdu comme on dit. En tout cas, il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel pour faire mieux que ce film là, je trouve. Vu que pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai découvert cette année. Et d'autres films que j'ai découvert cette année qui m'ont agréablement surpris, c'était Coursier de nuit, qui est un film d'Arabie Saoudite d'Ali Khaltami, dont c'est son premier long métrage, et qui est assez classique. La manière dont il l'a fait, mais très forte. Je l'ai mis A. C'est classique comme j'ai dit, mais c'est des classiques qui me font bien kiffer, moi perso. Ça va nous raconter l'histoire d'un homme qui est donc coursier de nuit, qui lors d'une de ses ventes nocturnes va tomber par hasard sur un trafic d'alcool, vu que si vous savez pas c'est illégal en Arabie Saoudite de vendre de l'alcool, et il va par un malin stratagème réussir à subtiliser pas mal de ses produits pour faire son propre bise tout seul. Voilà, donc le scénario est certes assez simple, hein, on va dire, c'est Breaking Bad en moins développé, mais il reste tout du moins efficace, surtout pour quelqu'un comme moi, qui aime beaucoup ce type d'intrigue. Il y a vraiment des forces là-dedans, comme le protagoniste, qui est très attachant pour le coup, qui a une situation familiale pas vraiment top, hein. Lui a été viré de son second emploi parce qu'il n'est pas que coursier de nuit. Son père, il a des problèmes de santé assez graves. Sa sœur, elle galère un peu à faire valoir son commerce. Alors lui, quand il a l'occasion d'essayer de gagner un peu de pépette, il n'hésite pas. Ça, il est bien développé pour qu'on ait de l'attache sur son personnage, malgré les exactions dont il se rendra capable, qui se doit d'être fait pour ce type d'intrigue, et qui le rend à la justesse dans ce film-là. L'acteur est très bon, etc. Très bonne surprise. J'ai découvert par hasard. Juste, je me baladais, j'ai vu l'affiche, je me suis dit bon, ça a l'air joli, pourquoi pas regarder le film, et je l'ai vu, franchement c'était vraiment très cool. Il y a des trucs particuliers dans la structure globale du scénario, c'est le fait que notre protagoniste a un souci de mythomanie, j'ai l'impression. Il raconte pas mal de mensonges, autant des fois quand c'est parce qu'il a un peu honte, autant des fois ça fait très bizarre la manière dont il a de mentir à certaines personnes. C'est assez curieux, c'est pas vraiment trop exploité dans le film, mais c'est intéressant de l'aborder, et ça se finit d'une manière que j'ai trouvé très intelligente de conclure là-dessus. Je ne spoilerai pas évidemment, c'est facile parce que c'est très moralisateur quoi on va dire, mais franchement le dernier plan, et même la scène qui est juste un peu avant, a de quoi marquer énormément. Et voilà, je pense que j'ai fini pour ce film. C'est classique comme j'ai dit, mais c'est du très bon classique et moi j'ai franchement apprécié. Le film qui va suivre il est un peu moins classique et j'ai encore plus apprécié du coup. C'est Tampopo de Sujo Itami. J'ai du mal prononcer je pense. Donc Itami lui c'est un réalisateur japonais logiquement qui fait du coup des films sur des enquêteurs d'impôts. Et là c'est sur un autre sujet dont on va parler, c'est sur la bouffe, la nourriture évidemment. Le film en soi je lui ai mis A+, et l'histoire elle est très cauchemar en cuisine. C'est concrètement une vendeuse de nouilles qui s'appelle Tampopo, qui galère pas mal parce qu'elle n'est pas douée dans ce milieu-là, mais qui va en ce moment rencontrer un mec qui est chauffeur de nuit, comme le film d'avant, qui va l'aider à faire son business correctement. Donc il ne va pas travailler du tout pendant la totalité du film, ce qui est très bizarre hein, du coup. Je demandais comment il fait pour vivre. Enfin, il va lui apprendre à comment bien faire des nouilles, et oui, c'est le vrai scénario du truc, et c'est sincèrement excellent. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la structure vraiment du film, elle est très western. C'est pour ça que le réalisateur lui-même parle de ce film comme un genre de western ramen, blague par rapport au western spaghetti, notamment dans la scène de début, hein. C'est genre le héros solitaire qui va dans un bar, là il y a des mecs qui le font chier, alors il leur pète la gueule, lui il est pas aussi badass que Clint Eastwood, du coup il galère beaucoup à se faire respecter, mais il réussit très bien le rôle du cowboy solitaire, genre Lucky Luke, voilà, vraiment ça le personnage. Et d'autres codes du western qui sont pris, c'est celle des 7 mercenaires, donc les 7 samouraïs, où t'auras l'idée de ramener sa propre équipe de cuistots entre autres. Alors c'est qui m'ont ramené déjà? Donc il y a un mec qui est expert dans le fait de faire des nouilles, bon point, qui est clochard, longue histoire. L'autre qui est expert dans le fait de faire du poulet, il y en a un qui fait le bâtiment pour refaire toute la structure du restaurant comme dans un cauchemar en cuisine. Ouais non vraiment, l'histoire elle est très drôle et très intéressante par plein d'aspects, et celui qui va se centrer le plus c'est la bouffe. C'est l'idée de la bouffe comme lien social, donc qui va pas mal plaire à un ami à moi, s'il regarde cette vidéo il va peut-être se reconnaître, notamment parce qu'il arrête pas de me casser les couilles avec sa politisation de la nourriture ou un truc comme ça globalement. Le film va avoir plein de pauses dans son intrigue si on veut, où on aura des micro-scénettes qui peuvent être très variées en termes de ton et qui sont toutes liées à la bouffe. T'as des scènes très cartoon où t'as un vendeur dans un supermarché qui va empêcher une vieille de voler de la bouffe quoi concrètement. T'as la scène dans le resto français là qui est très marrante. Vraiment ce film il a un calcul comique qui est très japonais, j'expliquerai un peu plus tard, et qui sont très intéressants ces encarts, notamment parce qu'elles sont pas gratuites, il y a toujours des parallèles très
efficace et très intéressante à faire avec l'histoire de base. Par exemple, l'un des premiers encarts ce sera autour de riches qui sont dans un resto français, comme je dis, mais qui ne comprennent rien du tout à ce qui est écrit sur le menu et qui sont humiliés parce qu'ils n'y connaissent rien en gros. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec le clochard dont j'ai parlé il y a quelques instants, qui lui est un expert là-dedans. Donc il y a plein de parallèles de ce genre-là qui sont vraiment très efficaces. Et bien sûr, les micro-scènes les plus importantes ce sont autour du Yakuza, pas de nom il me semble, habillé tout de blanc, parce que t'en as 3, 4 durant le film il me semble, qui est un perso très particulier. Il s'est brisé le quatrième mur, et donc probablement écrit par Jean-Luc Godard, mais surtout il fait des trucs assez dégueux avec sa bouffe. Il fait un échange de jaune d'œuf par voie buccale alors qu'il embrasse une meuf, ce qui est dégueulasse et qui ne devrait pas être fait, hein, ne faites jamais ça, et qui apporte un côté très mystique à l'idée de la bouffe en gros, et très sensuel, et comme je l'ai dit également, il peut être très varié en termes de ton. Mais ça c'est un truc que les japonais savent faire à la perfection. Le registre de ton qu'ils font change constamment d'une idée à l'autre, chose que on galère un peu à faire chez nous en Occident. Quand t'as un film qui est très triste, il va être que triste, quand t'as un film qui est très marrant, il va être que marrant, et les rares moments où t'auras vraiment des changements de ton, ils feront forcés et pas efficaces. Le Japon n'a pas ce souci, parce que je pense que ce qu'ils réussissent, c'est qu'ils vont toujours à 200%, quel que soit le ton. Quand c'est très triste, c'est vraiment super triste et très émotionnel, et quand c'est très drôle, c'est vraiment on lâche les potards à fond. Ce qui fait que ça jongle beaucoup plus facilement, j'ai l'impression. Très particulier hein, comme système, mais ça marche. C'est ça le truc dans ce genre de film, hein, comme les films de Sonotion de Miike, c'est ce qui surprend le mieux, c'est que ça marche. Il raconte n'importe quoi. Je veux dire, le gars là, Itami, il fait un film sur un Philippe Etchebest cowboy qui va aider une meuf à faire des restaurants de nouilles, et Sonotion, lui, il te fait un film sur un mec qui prend en photo des culottes de meuf, et pourtant c'est l'un des meilleurs films du cinéma. Non mais vraiment, c'est exceptionnel le Japon à ce niveau-là. Non mais vraiment, le fait que tout ceci fonctionne et soit pertinent sur plein d'aspects, fait que c'est très puissant. Et Tampopo, ça reste un super film hein, que je conseille de voir toujours. Même si quand on mange quelque chose, on le garde et on le partage pas quand on embrasse quelqu'un, monsieur. Mais bon, en Occident également, on sait faire des trucs à peu près corrects, comme le film qui va suivre, qui est même plus que correct. C'est Pépé le Moko de Julien Duvivier, donc qui a fait Poil le carotte plus tôt, et c'est pour Pépé le Moko qui est le plus connu, qui est un film avec Gabin, voilà. Je lui ai mis S, vraiment, il était plus que correct. L'histoire, c'est que Pépé le Moko, c'est globalement l'ennemi public numéro 1 de Paris, mais qui s'est carapaté jusqu'en Alger, dans la Casbah pour être précis, et il est plus ou moins enfermé là-dedans. Les histoires c'est compliqué, vu que l'époque, l'Algérie c'était française, c'est une époque très particulière de l'histoire, que je n'ai pas toutes les clés, donc je vais pas trop en parler là-dessus, mais le film en soi était superbe. Donc on va suivre d'un côté Pépé le Moko qui va essayer de vivre sa vie à la Casbah en étant assez déprimé parce qu'il préfère Paris évidemment, notamment autour d'une histoire d'amour qui était très touchante pour plusieurs aspects. La première, c'est que Jean Gabin et Mireille Balin étaient vraiment amants durant le tournage, donc ça transparaît directement dans leurs interactions. Vraiment, le couple qu'ils forment réussit très bien à aller au-delà des clichés, j'ai trouvé, parce que ça reste assez genre le grand malfrat au grand cœur, quoi, qui réussit à être attendri aux yeux du spectateur grâce à une relation amoureuse, mais elle est tellement sincère dans la manière qu'ils ont de parler que ça marche énormément. Et en parallèle de ça, on va suivre les flics qui vont essayer de trouver des astuces pour le coincer définitivement, le Pépé. Et c'est toujours aussi très intéressant, parce que toutes les histoires que Pépé aura avec l'inspecteur marchent très bien, parce qu'il y a un vrai respect mutuel qui se crée entre les deux, ce qui en fait un antagoniste très pertinent à ajouter. Et les pas mal d'autres forces du film, c'est qui, je trouve, ne se refuge rien dans ses tons différents. C'est évidemment un film de gangster, du coup, très premier degré, mais qui se refuse pas à montrer, par exemple, le personnage de Pépé le Moko chanter. Vraiment une touche que j'ai bien aimée, parce que Gabin était chanteur, avant d'être acteur. Hein. Le fait de le voir chanter premier degré une belle chanson d'amour comme ça, franchement, ça me fait quelque chose. Moi qui suis un très grand fan de comédie musicale, on va y revenir, sincèrement, c'était vraiment une partie excellente. Concernant la chanson, il y a aussi un passage assez joli autour du personnage de Fréhel, enfin joué par Fréhel, chanteuse si vous ne connaissez pas, qui là joue une chanteuse, justement, je me répète, dont la carrière est vouée au passé en gros, et qui durant une scène va écouter une de ses chansons et se remémorer l'époque où il avait une gloire, etc. Donc qui est totalement parallèle avec la vraie Fréhel qui était pas dans la meilleure période de sa vie en gros à cette époque. Je me souviens que quand je l'avais vu, j'avais pas compris que c'était Fréhel à la base, et je me suis dit que ce serait très bien si le personnage était joué par une vraie chanteuse. C'est effectivement le cas et du coup ça rend ça encore plus beau. Et le dernier truc que je vais dire, je pense, c'est que le film réussit à utiliser les restrictions techniques de l'époque à son plein avantage.
avantage. Comme par exemple la scène où Pepe le Moco sort de la Casbah, c'est pas un spoil, hein, enfin, si, un petit peu, mais bon bref, il sort à un moment et j'ai trouvé que le coup du fond projeté, je pense, c'est ça qui a dû être utilisé, rend l'image encore plus envoûtante pour ce que la scène essaye d'être. Et d'autres moments. Après, il y a des trucs un peu dommages, quoi, comme le fait qu'ils aient pas vraiment tourné directement à la Casbah, malgré ce que leur réalisateur voulait, parce que je crois que c'était trop serré pour que les caméras puissent tenir. Ils ont dû faire ça en studio, mais ça reste très correct. Et le film est superbe en soi. Ce qui n'est pas le cas du prochain film, hein, qui est la légende d'Oshii d'Isaiah Saxon. Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce. Du coup, c'est un réalisateur américain qui a fait des trucs, je crois. Là, en l'occurrence, la légende d'Oshii, sortie cette année, c'était pas dingue. Moi, je lui ai mis C. En termes d'histoire, on est sur une île dans les Carpates, dans un petit village qui est envahi par des monstres, qui ressemblent à des singes, en gros, qui ont des cris bizarres. Et il y a un groupe de chasseurs de monstres qui s'occupent d'essayer de les buter parce qu'ils mangent des moutons, comme ça quoi, dont le chef est joué par William Dafoe, du coup bon point. Mais sa fille va essayer d'être amie avec un de ces monstres et blablabla, et ils se tirent en forêt, ils vont finir par trouver des trucs sur l'amitié, que les bestiaux là ils sont pas si méchants que ça, etc. Bon bref, c'est pas vraiment très passionnante comme histoire, c'est très cliché, très avenu, c'est vraiment E.T. en version beaucoup moins passionnant, et beaucoup plus chiante surtout. Il y a beaucoup de plans qui sont clairement beaucoup trop longs. Pour le genre de film qu'il veut représenter, ces plans ne fonctionnent pas. C'est pas du Melville ou quelque chose comme ça qui pourrait se justifier par des choix artistiques. C'est juste qu'on s'emmerde. Après, l'univers, il est pas très cohérent non plus, hein. Genre, par exemple, la manière dont la fille de Dafoe là réussit à communiquer avec les singes chelous n'a aucun sens. C'est bien le problème du truc. C'est qu'on se fait chier en même temps, il va rien dire votre film. Et puis vraiment, l'histoire est très classique. Après, j'ai connu pire, hein. J'ai connu beaucoup plus cliché et plus faible en termes purement de scénario. La raison principale pour laquelle je suis venu voir ce film, c'est parce qu'il y avait William Dafoe, un de mes acteurs préférés. C'est pas son meilleur rôle, c'est sûr, mais il reste tout à fait convenable. Puis c'est toujours cool de le voir. Il se rejoue un peu moins que dans d'autres de ses films. Un peu particulier de le voir comme ça du coup. Mais bon, ça fait partie des cas où j'ai vraiment que dalle à dire. Ouais, vraiment. Des trucs qui me font dire que c'est quand même pas mal ridicule pour ce que ça veut être. Notamment le coup de Willem qui met une armure de chevalier là. Ouais, non, clairement, ça m'a pas transcendé quoi. Bon, je pense... Ça va vraiment durer 2 secondes cette partie. Je pense que je vais quand même aller au-dessus pour regarder des trucs qui me plaisent un peu plus. Et en plus, je suis pas le seul qui dit quand même que c'est assez osef, hein. À part les autres qui sont vraiment vouloir sucer les films de A24, non. Mais si l'époque moderne ne nous convainc pas, le passé réussira toujours, évidemment, vu que c'était mieux avant. En tout cas, c'est le cas avec le film dont je vais parler tout de suite, qui est ni vu ni connu d'Yves Robert. Donc un film avec De Funès, hein, la première fois que je parle de lui dans cette émission. Un des plus grands acteurs... On passe d'un acteur qui sait très bien surjouer à un autre qui sait aussi très bien surjouer, c'est cocasse. En tout cas, le film, je lui ai mis A, très bon du coup, hein. Donc, pour la raison évidente, je l'ai évoqué il y a 2 secondes, hein, De Funès, c'est absolument magnifique là-dedans. C'est peut-être même son meilleur rôle, je pense, hein. Je sais pas s'il y en a qui sont mieux. En plus, c'était un des premiers où il avait vraiment un rôle important. Et il se donne à fond, il est ultra expressif comme d'habitude, il marque à la perfection tout ce qu'il entreprend, c'est vraiment De Funès quoi, hein. On pourra dire qu'il est excellent, mais il a jamais été mauvais, donc... Et là, c'est un de ses meilleurs. L'histoire, je vais quand même essayer de la résumer un tout petit peu. On est dans un village paumé de France où De Funès joue Blaireau de son nom, qui est un braconneur en gros. Donc il chasse, il pêche plutôt en dehors des saisons et il vend du poisson aux villageois. Et les flics vont essayer de l'arrêter. C'est plus ou moins ça le gros du scénario. Le flic joué justement par Moustache, marrant comme nous. Et la dynamique avec Louis est super réussie, je me répète, mais bon, c'est que c'est réussi. Et c'est drôle, beaucoup de répliques sont marquantes. Beaucoup de scènes aussi, hein. La fameuse scène des 54, etc. Et les autres persos ne sont pas en reste, hein. Le maire a pas mal de répliques drôles. À un moment, De Funès va être en prison et son geôlier, c'est Pierre Mandy, qui lui aussi est quand même très conciliant. C'est quand même vraiment la pire prison du monde, hein. Blaireau, il arrive au bout de 2 secondes là-bas et réussit déjà à corrompre le directeur. Les autres persos quand même assez importants du métrage, en dehors de Blaireau, c'est celui qui est joué par Claude Rich, qui est un pianiste qui veut séduire son élève. Légalement j'entends, qui amènera pas mal d'évolutions, qui permettra de montrer un côté tendre au personnage de Blaireau, comme dans pas mal de films de Funès. C'est toujours sympa de voir l'évolution de son perso qui passe souvent d'un gros connard, je sais qu'il y en a qui aiment pas que je dise beaucoup ce mot, à quelqu'un de plus tendre et attachant, hein. Et en l'occurrence ça marche bien. Je ne trouve pas que l'exécution soit tout le temps logique, mais bon ça arrive, hein. C'est quand même vraiment une grosse comédie qui finit sur un gars que je trouve exceptionnel, hein, et qui d'une manière générale est exceptionnel. Donc voyez ce film, marrez-vous à bon coup, en plus il est court, hein. C'est peut-être mon préféré de Yves Robert. Faudrait que je revoie La gloire de mon père et d'autres trucs. Il sait très bien mettre en scène sa comédie, le gars.
Localisez-vous le camp? Bon bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai pour ce film. Pour le prochain, ce sera un peu compliqué, parce que ce ne seront pas des films, là ce ne seront pas des longs métrages, ce sera des courts, et ce ne sera pas des films pro on va dire, mais plutôt amateurs, qui sont faits par des amis à moi, qui m'ont autorisé à évoquer leur métrage, donc je vais pouvoir en parler un petit peu, j'essaierai d'être gentil tout de même, j'espère que ça va les intéresser, hein. C'est quand même ce que je veux vraiment de base. Bon, pour résumer en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis au cours Florent. Au cours Florent, on a ce qu'on appelle le prix Florent Image, un concours de court-métrage en gros, qui doivent durer 15 minutes, et j'ai 3 amis qui ont participé à ce festival, du coup je vais pouvoir évoquer leur film. J'en parlerai que de 2, parce que le troisième je l'ai pas encore vu, je le parlerai durant le mois d'après je pense. Bon là le truc qui me fait juste chier, c'est que je ne sais pas quoi mettre comme affiche, hein, vu qu'ils en ont pas vraiment, je trouverai durant le montage. Donc le premier que je vais parler, c'est un Pissenlit près d'Héloïse Goulet, qui est une bonne amie à moi quoi, voilà. Par exemple on est allé voir le film Pink Floyd Pompéi, hein. J'ai parlé il y a genre 30 minutes, hein, donc vous devriez vous en souvenir. Et donc son film était quand même vraiment très cool. Je donnerai pas de notes, hein, d'ailleurs au passage, vu que c'est des courts-métrages, c'est toujours compliqué. Je sais pas trop si je pourrais parler de l'histoire parce que c'est court-métrage, c'est toujours compliqué. Mais en gros, j'ai bien aimé le coup de l'évolution d'une situation assez, on va dire, niaise, affectueuse, bon bref, genre de cas, puisque globalement c'est des deux personnes qui vont se remémorer leur passé, voilà, et qui évoluera vers quelque chose de plus dramatique et plus un peu malsain, toxique dans la relation, j'ai envie de dire un petit peu, qui était sympa, même si je suis pas totalement sûr pour la conclusion de leur relation, mais bon, c'est choix artistique on va dire. Notamment qui est fait par une réalisation assez classe, hein, je veux dire. Pour ce que j'ai appris, qui était quand même apparemment une certaine galère à tourner, c'est quand même bien le résultat qu'ils ont eu, franchement je trouve ça chouettos, je préfère pas en faire. Et donc nos acteurs sont quand même pas mal, hein, je dois dire. Le gars qui joue dedans, je ne connais pas c'est qui son nom, je sais pas, peut-être que je trouverai mais j'ai la flemme. Il était tout à fait correct, hein, très sympathique. Et donc Héloïse que je connais, elle par contre, toujours compliqué de juger le travail d'amis à soi. Tu sais jamais si ce que tu vas leur dire ça va leur amener quelque chose ou pas quoi. T'as quand même envie de leur faire des trucs qui vont leur faire plaisir quoi. Mais bon bref, ce que je peux dire c'est qu'il y a clairement, moi qui l'ai connu il y a quelques années, c'est-à-dire 1 an et demi quoi globalement, je peux dire que son jeu s'est beaucoup amélioré et qu'elle a vraiment dégagé quelque chose de elle-même là-dedans, dans son rôle. On se ressent pas mal d'instants. D'ailleurs je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle a eu le prix meilleure actrice, hein. Bravo pour toi d'ailleurs. C'est fort à pas mal de moments. Non c'était, ouais mais c'était très cool, hein, moi j'ai apprécié. C'est pas Citizen Kane mais ça a pas la vocation de l'être. Mais franchement c'est sympa, je ne sais pas si je pourrais mettre un lien sous cette vidéo, je demanderai, je verrai comment ça se passe. Puis moi j'espère qu'elle fera des grandes choses, hein. Il y a quand même tout un univers qui peut être pas mal à développer là-dedans, hein. Et puis en termes de réalisation, au niveau de comment elle s'est débrouillée, franchement ça donne envie de voir la suite. Voilà qui est dit, j'espère que ça t'aura plu, vu que logiquement tu regardes cette vidéo, on verra. Et donc le prochain cours dont je vais parler dans cette vidéo est tout simplement un autre film fait par un de mes amis, toujours au prix Florent Image, hein, et qui s'appelle Un cœur en moins de Maxime Roy. Et donc, postulat de base très intéressant, c'est un film sur une rupture. Très romantique hein, durant cette émission, je sais pas pourquoi, bon bref. Point de vue au-delà intéressant, c'est que la mise en scène, elle est en plan séquence, qui est quand même très audacieux pour un film qui est quand même un court-métrage, hein, à la base. Entièrement plan séquence, hein, avec juste une coupure, hein, qui, désolé Maxime, est un petit peu visible. Hein. Mais sinon, ça reste très correct à la manière dont c'est mis, notamment avec un certain travelling compensé qui était pas évident à faire. Hein. Les trucs que je pourrais reprocher à ce niveau-là, c'est que la caméra tremble un peu, mais en même temps, c'est amateur, hein. C'est normal. Hein. Et puis c'est vraiment des petits détails à ce niveau-là. En termes de texte, c'est quand même assez fort, hein, et j'ai notamment envie de parler des couleurs utilisées. Globalement, durant tout le film, on est dans le salon avec des couleurs assez chaudes. Genre, c'est quand même belge, certes, mais ça renvoie quand même une certaine tension qui se crée là-dedans, quoi, avec la touche de couleur, vu que c'est quand même assez jaune, etc. Et que lorsque notre protagoniste veut se calmer un tout petit peu, il va dans la cuisine, où là, les couleurs sont beaucoup plus bleues. C'était intéressant de jouer sur ce niveau des couleurs, je pense pas qu'ils ont repeint l'intérieur de leur maison juste pour la scène, juste que ça marchait bien, et que c'était très cool pour le film en soi. De toute façon, les meilleures idées, c'est rarement pris à l'avance. Les acteurs marchent bien, leur alchimie, j'ai envie de dire, fonctionne tout à fait durant le film. Les dialogues s'enchaînent bien, il y a une vitesse qui est cool. En termes de jeu, j'ai pas grand chose à reprocher là-dedans. Même rien du tout, en fait. Faudrait que je revoie pour être sûr qu'il n'y a pas de moment qui manque. Malgré tout, il y a quelques moments de blanc, je sais pas, où le rythme sera pas aussi bien géré, mais bon, c'est pour un truc de 15 minutes, donc franchement, ça marche très bien. Non, et puis comme pour le film que j'ai parlé avant, il y a une vraie sincérité qui est donnée dans l'histoire, dans comment c'est écrit, comment c'est joué, donc moi j'ai très apprécié, et puis je galère toujours à parler des films qui sont réalisés par les copains, mais bon, je vous encourage franchement à voir les 2 films que je viens de citer, ça fait des pubs à des amis, du coup ça me rend heureux. Bon, donc comme je l'ai dit, je vais reparler d'un autre film fait par un de mes amis dans une autre vidéo, donc dans un mois, quand je l'aurai vu. Ils passent pas tous les films dans leur festival de cons là, ce qui est
dommage. Mais bon, c'est toujours mieux d'y voir au cinéma. J'aurai une bonne preuve de ça dans quelques films après, vous verrez. En tout cas, nous avons toujours des nouveaux films à parler, des films qui ce coup-ci sont un petit peu plus longs, et nous allons pouvoir reparler d'une saga que je, ma foi, beaucoup appréciée, c'est celle des Missions Impossibles, avec le 5e film, Rogue Nation, je suppose, Nation de voleurs en gros en français, réalisé par Christopher McQuarrie, qui sera un réalisateur qui fera pas grand chose à part ça, je veux dire à part les Missions Impossibles vu qu'il réalisera toutes les suites à partir de là, et à part ça 2-3 films avec Tom Cruise de ce que j'ai vu. Pour ce film-ci, pour ce film-là, je vais remettre mes notes, hein, vous attendez que ça, je lui ai mis à moi. Donc c'est un très bon Mission Impossible. Pour faire court, hein, le scénario c'est que Ethan Hunt va devoir affronter le syndicat, c'est leur spectre à eux si vous aimez le James Bond. Et donc première qualité, le patron du syndicat, Solomon Lane, est un excellent antagoniste. Il fait très bien le côté Moriarty, j'ai envie de dire, de Ethan Hunt, vu que c'est quand même un mec dans l'ombre, hein, qui a toujours 3 coups d'avance, donc c'est des antagonistes souvent très intéressants quand ils sont bien exploité, et le film c'est très bien exploité. Les scènes d'action sont toujours réussies, on a toujours ce mélange entre action et infiltration, qui moi me plaît beaucoup, c'est pour ça que je préfère ces films à James Bond notamment entre autres. Ethan Hunt réussit toujours à être attachant, et aussi truc assez sympathique par rapport aux films d'action, c'est que ça reste un être humain, donc les cascades entre guillemets sont réalisables, c'est pas comme un super-héros etc. Il y a un côté plus accessible par rapport à nous autres pauvres mortels, même s'il fait des trucs extraordinaires. L'attachement marche mieux à ce niveau-là qu'à des films Marvel par exemple, c'est pour ça que je préfère les Missions Impossibles. Et nos personnages marchent toujours bien, notre trio, malgré le fait qu'on ne retrouve plus... Alors j'ai pas retenu les noms, du coup je vais aller sur mon PC. Donc le personnage de Paula Patton, voilà, c'est dommage qu'il ne vienne plus, mais bon. On a toujours Simon Pegg pour Benji, hein, toujours aussi attachant, toujours aussi drôle et bien fait. On a Luther du coup, qui est vraiment le partenaire d'Ethan qui revient le plus. Et puis là dans ce film, on a donc toujours William Brandt, joué par Jeremy Renner, connu aussi dans les films Marvel. Et qui, ouais, j'avoue que dans ce film-là, il fait un peu figure de présence, il a pas vraiment un rôle très marquant. Mais bon, ça reste toujours sympa de l'avoir. C'est sympa de revoir des persos qu'on a bien aimés, quoi. Enfin, c'est un truc de base qu'on devrait avoir dans tous les films, mais il y en a pas mal qui l'oublient. Bon, mais ce serait quand même cool d'avoir des persos féminins qui reviennent. Ça vraiment, si seulement ça existait. Hein. En tout cas, en termes de perso féminin, on a un nouveau avec Ilsa, qui va développer un lien amour assez particulier avec Ethan. En vrai, j'ai bien aimé, puis comme ça va se développer sur d'autres films, ce sera beaucoup mieux. J'ai quand même 2-3 défauts à redire, enfin un seul principalement, surtout le fait que je trouve que la structure narrative du récit se répète vachement par rapport au film précédent. Ce qui est dommage, ça reste franchement le niveau de base que je pourrais dire un bon Mission Impossible, c'est d'être cool, et ce film est cool. Moi ça me suffit hein, pour bien apprécier un métrage comme ça. C'est sûr que c'est pas du grand art, mais franchement pour le divertissement apporté, moi je peux qu'adorer. C'est bien d'avoir un perso comme Ethan qui est quand même un peu un surhomme, de le voir galérer quand même à atteindre ses objectifs. Chose qu'on ne voit pas beaucoup avec James Bond je trouve. En tout cas dans les films avec Sean Connery, peut-être que ça évolue plus tard, je ne sais pas. J'ai pas vu James durant ce mois-ci, il faudrait que je les termine tout de même, hein, mais on verra plus tard. Et ce qui est intéressant aussi c'est que ce film du coup il est techniquement le premier Mission Impossible en 2 parties, vu que sa suite va totalement reprendre l'histoire autour du syndicat, etc. Mais on n'y est pas encore pour tout de suite. Avant, je vais parler d'un autre film que j'ai vu. C'est le but de cette vidéo, au cas où vous l'aurez pas compris, qui est Partir un jour. C'est un peu court, c'est bien mieux de partir en moins 2 jours. T'as entendu mon amour? J'ai fait un calembour. Une ref aux 2 minutes du peuple si vous l'avez pas. Mais en tout cas, le film est d'Amélie Bonin. Et Partir un jour, du coup, qu'est-ce que je lui ai mis comme note? C'est un B, tout simple. Qu'est-ce que cela raconte en soi? C'est l'histoire d'une chef étoilée. Donc du coup, ça va faire un petit thème cuisine avec Tam Popo, qui décide de revenir en campagne à la suite d'un infarctus qu'aura fait son père, joué par François Rollin. Donc on est sur un genre de film feel good, et même si c'est pas mon type de cinéma véritablement, ça me fait quand même plaisir d'en voir quelques-uns, hein. Je ne suis pas un ouvert à ce genre de trucs. C'est un mot qui se dit ça, vous croyez? Et puis celui-ci avait quand même pas mal d'astuces pour me plaire. Déjà, c'est une comédie musicale. J'adore les comédies musicales, hein, soyons clairs. Mais ça va être un défaut du film en fait, parce que le film n'aura pas de chanson originale, mais uniquement des reprises. J'aime moyennement ça dans les comédies musicales. Je préfère quand même avoir des nouvelles chansons. Ça peut être bien de faire que des reprises. Genre, le film On connaît la musique d'Alain Resnais fonctionne parfaitement là-dessus. Mais ça fait beaucoup plus décalage parce qu'il fait pas vraiment comédie musicale le film, même si c'est une comédie et qu'elle est musicale. Je veux dire, les persos qui chantent dans le film, ils chantent avec les voix des chanteurs de base. Dans On connaît la musique par exemple, quand Pierre Arditi chante Ça c'est vraiment toi, il a la voix de Jean-Louis Aubert. Là non, c'est directement des reprises, c'est les acteurs qui chantent les chansons avec leur propre voix. Comme une vraie comédie musicale quoi, comme les Demoiselles de Rochefort, je sais pas c'est quoi votre comédie préférée. Mais bon, moi je trouve ça toujours, ça fait un peu flemmard, même si c'est le concept du film, hein, de vouloir faire
bar karaoké. D'ailleurs, petit message au passage, le générique est intéressant à ce niveau-là parce que du coup ça fait comme un karaoké. Donc comme dans un vrai karaoké, t'auras la couleur qui fait tout le texte, du début à la fin, les paroles d'une chanson. Là en l'occurrence c'est plutôt des trucs du genre réalisé par machin, avec machin, produit par bidule, etc., etc. Seulement dans un vrai karaoké c'est fait ligne par ligne. Je veux dire, quand dans un vrai karaoké tu vois deux lignes en même temps, la couleur elle va passer sur une ligne, puis sur la deuxième. Là non, la couleur elle passe tout en même temps. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'ils ne savent pas comment fonctionne un vrai karaoké. Donc formidable, défaut de merde. Non, puis après, l'histoire en soi elle est cool, elle marche bien, même si je me suis plaint du fait qu'ils font des reprises, ils font des bonnes reprises, enfin je veux dire, ils choisissent bien leurs chansons. Le coup de mettre Mourir sur scène de Dalida, ça marchait bien avec François Rollin. Ces soirées-là, c'était assez marrante la scène, j'ai trouvé. Et puis je salue tout de même l'envie d'essayer de rendre le partir un jour significatif, enfin je veux dire, qu'il y ait de la profondeur dans leur truc. J'avoue que c'était osé. Et bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ça suit des intrigues amoureuses, pas non plus totalement clichés, malvenues. C'était assez mignon la manière dont ils les ont fait, et ça se finit de façon intéressante. Juste quelques mots sur François Rollin, qui est très touchant dans ce rôle-là, j'ai trouvé. Il sait très bien amener sa personnalité pour que ça rentre bien. Rollin, qui est également un mec qui fait des spectacles que je trouve d'une justesse en termes de mots spectaculaire, franchement c'est impressionnant, c'est à voir, hein, sincèrement. Et puis Dominique Blanc aussi, hein, qui s'en sort très bien. Enfin évidemment c'est une grande actrice, mais je veux dire, je l'ai pas revue depuis longtemps et qui réussit toujours à être aussi sincère. Non mais vraiment c'était cool de la revoir. Oti Banem, Kit Meliora. Voilà, ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Nous allons pouvoir revenir sur du cinéma que je trouve plus prenant, à savoir Mission Impossible, le 6ème, du coup, Fallout, toujours fait par Christopher McQuarrie, qui est mon Mission Impossible préféré, je pense. Je lui ai mis carrément A. Et il y a différents trucs qui font que j'ai vraiment adoré. Déjà, on va continuer l'intrigue autour du syndicat, donc on va revoir Salomon, ce qui me fait très plaisir parce que j'ai franchement adoré ce personnage. Et puis il y a toujours ces dialogues que je trouve ultra prédicateurs presque, qui sont géniaux. À chaque fois qu'il voit Ethan, il dit toujours en mode vous allez affronter votre destin. Non mais il fait... c'est un peu ridicule, mais je trouve vraiment cool ce perso. Donc, moi franchement, je suis aux anges avec lui. Et puis tu as un autre méchant. Est-ce que je peux... Et puis les autres persos qui reviennent, donc on a toujours Ethan, toujours très bien fait par Tom Cruise, toujours excellent. On a toujours Benji et Luther. On a plus le perso là, qui était dans les films Marvel, j'oublie son nom, désolé. Voilà, mais après il faisait quand même un peu tapisserie dans le film d'avant, comme je dis. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que du coup, contrairement aux autres films, on revoit la meuf. Putain, ça fait plaisir. Donc on revoit Ilsa, qui a toujours cette relation particulière avec Tom, enfin avec Ethan plutôt. Et en tout cas, c'est quand même vraiment pas mal de les voir ensemble. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment très bien de faire évoluer au fur et à mesure des films, plutôt que juste un amour d'un jour, comme avec James Bond par exemple. C'est pour ça que Mission Impossible c'est beaucoup mieux. Et en termes de nouveaux persos, il y a également celui qui est joué par Henry Cavill, qui le fait très bien. En plus il a une moustache, moi j'adore les gens qui ont des moustaches. Et puis les scènes d'action qu'il fera avec Tom Cruise sont vraiment pour le coup vraiment ultra captivantes, hein. Vraiment la caméra elle est vraiment c'est assez génial. La scène dans les chiottes par exemple, super titre, était une scène d'action d'une quintessence assez folle. Vraiment en plus il n'y a même pas de musique à ce moment, c'est quasiment que du silence. Vraiment il y a une créativité dans ces scènes d'action que je trouvais assez palpitante. Et tout ce qui se passe à la fin etc aussi, qui notamment vont refaire revenir un autre personnage qui est Julia, qui est la femme d'Ethan qu'on a vu dans le 3ème film. Très plaisir de la revoir franchement. En plus il jouait un peu de ça au début parce que le début globalement c'est un rêve d'Ethan, donc il revient sur ses responsabilités vis-à-vis de Julia. On verra aussi de nouveaux méchants qu'on verra vraiment qu'à la fin mais qui sont très cool. Pour l'histoire vu que j'ai pas trop résumé, un nouveau groupe terroriste qui s'appelle les Apôtres, qui sont en gros globalement qui restent du syndicat qui a été démantelé dans le film précédent, et donc celui qui va les représenter est tout à fait captivant, mais j'ai pas trop envie de spoiler, il arrive qu'à la fin, vous verrez. Vraiment très cool. Et aussi les autres trucs assez sympas dans le film, c'est qu'il se passe à Paris, comme ici. Là par exemple, hein, il y a la vue sur la tour Eiffel. Hein. En tout cas, le fait que ça se passe en France, il va y avoir des trucs un peu ridicules comme les meetings qui se font juste à côté de la tour Eiffel. Et les gens qui discutent comme ça, le genre de bombes chimiques à côté, enfin sur le Trocadéro, c'était vraiment qu'un seul endroit à Paris pour discuter de ça, c'est à côté de la tour Eiffel. Mais bon. Et des trucs aussi pas très réalistes, comme les fameux Français qui chantent tout le temps dans la rue la vie en rose. Même pas, en fait, ils chantent quand ils sont en chiottes. Donc c'est vraiment très bizarre, hein, comme tous les Français, je suppose. Et également, le dernier truc, c'est que Tom Cruise parle français, du coup, qui a le don de me faire rire, je trouve. Donc non, vraiment pour ces scènes réussies, ces persos qui sont toujours là, qui ont toujours une force certaine à travers toute leur dynamique de groupe, je pense vraiment que c'est mon Mission Impossible préféré. Avant de parler du diptyque final des Impossibles Missions, il y a d'autres films qu'il faut évoquer. D'autres films assez particuliers, qui est Dead or Alive de Takashi Miike. Donc Miike, pour vous résumer un peu le personnage, c'est un peu le cinéaste japonais le plus bizgore, borderline, créatif possible.
qui n'est pas de casserole au cul. Et en matière de Bisgore, évidemment, Dead or Alive, ça se place haut quand même. Et c'est un film que j'ai pas mal apprécié, tellement que je lui ai mis B+, c'est une très bonne note, pour plusieurs raisons qui n'est que B+. D'une part, il faut mettre le scénario. Donc en gros, c'est très facile à résumer, c'est une guerre de Yakuza, quoi. On va suivre un groupe de renégats qui veulent faire leur business là-dedans, et se faire un maximum de pognon en vendant beaucoup de drogue, et donc ils vont essayer de démanteler tous les réseaux Yakuza du coin, dont leur chef est le premier protagoniste, et le second, c'est le flic qui va tenter de les arrêter, mais qui va pas mal galérer, hein, parce qu'il est un peu nul. Donc le personnage du flic, si je devais résumer ce que je pense de lui, je dirais que c'est Asuma de Violent Cup avec une voix de merde. Résumé assez juste à ce niveau-là, je pense que je me suis surpassé. Je vais parler de trucs négatifs avant. Et donc les points que j'ai pas vraiment aimé, c'est qu'en termes de violence du film, je trouve que c'est un petit peu trop provocateur pour pas grand chose. Notamment à quelques scènes. Déjà, il y aura la scène que moi j'aime appeler Klaus Barbie. Donc pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça? Parce que c'est une scène qui est... On voit rien véritablement, mais quand même c'est un petit peu sale. En gros, c'est parce qu'en fait c'est avec un chien. Non, je veux pas résumer. Et donc l'autre scène qui est un peu du même style, c'est celle autour d'un bassin fait d'excréments. Un peu comme dans Salaud de Pasolini, quoi, mais bon, c'était très sale. Mais c'est un peu trop. Je veux bien qu'il y ait quand même l'envie de provoquer, d'être un peu front du collier comme ça, là, pour se marrer, quoi. Je comprends volontiers ça, quoi, tu vois. Mais là, c'était quand même trop... pas franchement nécessaire la façon dont c'est montré en tout cas. Et puis l'histoire elle est pas folichonne non plus en vrai. Ça peut être intéressant, il y a des dynamiques sympathiques, mais c'est pas trop développé. Par exemple autour du flic, donc il a une histoire qui est assez intéressante autour de sa fille, mais elle est pas développée, c'est dommage. Ça peut être très fort ce qu'il raconte mais non ça ne l'est pas. Et c'est pareil pour le premier protagoniste quoi, le Yakuza, enfin le mec qui tue les Yakuza, qui là aussi a un délire intéressant avec son frère mais qui manque de développement. C'est vraiment dommage. Et sinon les autres forces du film c'est ça frénésie, je dirais. Son humour, qui marche extrêmement bien, qui va jouer sur plusieurs niveaux d'absurde évidemment, et qui marche bien parce que ses tons fonctionnent bien. Comme j'ai dit pour Tampopo, le Japon il sait très bien varier de tons constamment, et qui fonctionne toujours dans ce film là. Mais les deux plus gros points qui sont vraiment incroyables dans ce film, et qui rien que pour ça je vous demanderais de le voir, c'est son début et sa fin. Donc le début, normalement si je me suis pas gouré, vous devriez avoir un petit peu le 1, 2, 3, 4 du film au début de la vidéo, hein. Donc ça c'est un peu comme une sorte de préparation pour une musique rock, et ce qui est une parfaite métaphore du film, en plus d'être véridique, hein, vu qu'il y a bien une musique rock qui se joue juste après, qui est la véritable introduction donc, et c'est vraiment des images flash on va dire, de toute la violence du film en gros. Et t'as des images directement de meurtre en soi, t'as une femme qui tombe d'un immeuble il me semble, t'as des trucs pas très réalistes comme un mec qui se fait exploser le bide et en même temps il y a des nouilles qui sortent. Normalement quand c'est à ce niveau là du ventre, il y a plus de nouilles, hein, c'est... bon bref. Et t'as la raille de coke la plus grande de l'histoire du cinéma. Elle doit faire genre, je sais pas, 10 mètres à peu près. C'est vraiment très marrant à regarder, parce que du coup t'as vraiment le mec qui fait... C'est une introduction vraiment ultra efficace de l'ambiance du film qui fait partie de mes préférés je pense. Il faudrait vraiment que je fasse un jour un top 10 de mes introductions préférées du cinéma. Ça va vraiment être compliqué mais il faudrait que je le fasse un jour. Et l'autre truc qui réussit à être même mieux, j'ai envie de dire, c'est sa fin. Que là je vais pas spoiler hein, évidemment. Mais sa fin c'est une telle jouissance. C'est un tel, comment dire, un genre de merci de Miike au spectateur. Merci d'avoir subi toutes les horreurs du film. Donc il nous remercie en nous faisant plaisir d'une manière très japonaise j'ai envie de dire, et qui montrent très bien qu'ils savent changer de genre sans aucun souci. Vraiment la fin, je vais vraiment pas être spoilé mais elle m'a vraiment plu. C'est-à-dire j'en ai parlé à quasiment tous mes potes ça, que la fin est exceptionnelle et vraiment me donne envie de voir le film. Et d'ailleurs j'ai tellement kiffé que j'ai décidé de m'acheter ceci. Voilà. Donc c'est une affiche du film. Là c'est marqué Dead or Alive. Là il y a Miike. Donc là on peut marquer que c'est aux frontières du Méliès. Des séances spéciales au Méliès qui passent des films de genre, donc ce qui est plus ou moins ce truc. Et donc oui, donc c'est vraiment très cool hein. Le Méliès, hein, vraiment toujours le meilleur cinéma du monde. Et ils vendent des affiches, enfin ils vendent pas des affiches, ils donnent des affiches, qui est cool. Très intéressante l'affiche, hein, qui te spoil en vrai pas mal de trucs, mais bon, voilà. Je vais l'installer quelque part, je sais pas encore où, mais ça va être très cool. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, les Dead or Alive, c'est une saga de films, mais je développerai plus quand je parlerai du 2. Vous verrez, attendez un petit peu. Donc nous allons quitter ce magnifique pays du soleil levant qu'est le Japon, pour y revenir dans quelques instants, vers d'autres auspices qui valent le coup.
un peu, à savoir Wrong Cops de Dupieux. Je lui ai mis D, donc c'est-à-dire que ce sera le deuxième Dupieux que j'aime le moins. Il y a quand même Fumer fait tousser qui est pas mal vénère lui. Mais Wrong Cops c'est ouais. Alors, déjà vous voyez l'affiche hein, qui est légendaire, hein. Mais bon, c'est le plus important c'est le film en soi. Donc, c'est un genre de spin-off du film qu'il a fait qui s'appelle Wrong, juste avant. Sur la partie des flics, hein, d'où le titre. La partie des flics qui était probablement le truc le moins marquant de tout ce putain de film, mais bon, hein, c'est pas grave. Il aurait pu faire un film sur le maître, hein, ça aurait été plus intéressant, mais bon. Wrong qui est un film que j'avais beaucoup apprécié de Dupieux, il y avait une bonne créativité dans l'humour, de bonne mise en scène, etc. Vraiment, c'était vraiment pas mal. Wrong Cop, non, ça marche pas. Bah, déjà, il n'y a pas d'histoire, en soi. C'est très aléatoire les trucs auxquels ça va se centrer. Concrètement, ça va être l'histoire de 5 flics, il me semble. Nous avons le premier, qui lui était bien dans Wrong, qui est un vendeur de drogue, je sais plus c'est quoi, hein, je m'en branle, dans des rats, parce que MDR. Nous avons la fliquette qui veut faire chanter l'un de ses collègues flics parce qu'il a été, dans sa jeunesse, dans un magazine homosexuel, vu que c'est une vraie michto. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois homophobe et sexiste. C'est record, hein. Il y a l'autre flic qui, lui, pour le coup, est un gros pervers qui veut voir les seins des meufs qui l'arrêtent. Le moment de l'affiche qui est peut-être le pire du film, je sais pas, qui est très grossophobe du coup, record du monde à ce niveau-là. Et le dernier qui est joué directement par Eric Judor, qui a un design très particulier, pour une raison qui m'échappe. Il a une genre de plaie bizarre au niveau de l'œil, là, grossissement, je sais pas pourquoi, et un bandeau, qui veut faire une musique. Pourquoi pas, hein, peut donner des scénarios. Donc bon bref, l'histoire est inintéressante et je m'en cogne. L'humour, il est graveleux, pas très créatif je trouve, hein, franchement. Au niveau de tous les délires absurdes qu'il nous a fait avant et après, celui-là ça fait vraiment pitié. La mise en scène est quand même insupportable. Ces zooms de merde. Oh putain, je sais pas ce qu'il a. Non mais je veux dire, est-ce que vous pensez que d'un coup l'image elle est normale et là, ouh, zoom, voilà. C'est ça le problème du film, c'est que ça zoome dans l'image à des moments aléatoires. Après, je sais pas ce que vous me dites, hein, si vous préférez que je fasse des trucs comme ça, comme ça, et là, oh, on revient, ouh, oh, on avance. Vous me dites, hein, franchement, moi je suis là que pour vous faire plaisir. Donc, je vais quand même revenir, c'est mieux. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur ce film de négatif? J'ai un truc positif à dire dessus, mais je veux vérifier d'avoir vraiment dit tous les trucs mauvais avant. Oui, donc j'ai évidemment parlé un peu de sexisme, hein, vis-à-vis du perso de la fliquette, là, il y en a d'autres. Hein. Rapport très bizarre aux femmes, les films de Dupieux, quand même. Mais même dans les bons, il y a toujours des trucs chelous à ce niveau-là. Faudrait peut-être qu'il se calme un peu, peut-être que ça fera des nouveautés avec celui qui va sortir. Que j'adore beaucoup, hein, j'espère qu'il va être bien. On a toujours pas de bande-annonce, en plus, casse les couilles. Ça se trouve, le temps que je sorte cette vidéo, la bande-annonce sera déjà sortie. Mais bon, hein, je suis lent. Bon, je vais parler du coup du seul point un peu pertinent et possible du film, c'est vers la fin. Donc vers la fin, c'est un enterrement. Tu as le perso du flic qui faisait le trafic de drogue là, qui dit des trucs sur la vie, la mort. Et donc tu as la femme de la personne qui est morte, hein, d'où l'enterrement, qui va lui dire essaie d'écrire un livre là-dessus. Il dit globalement d'aller se faire foutre, et il répète un livre sur quoi? A book of what? Et continue ça de plus fréquemment, de plus le dire, jusqu'à qu'il rencontre un daim, je pense, ou un truc comme ça. Et il va lui regueuler dessus un livre sur quoi? Un livre sur quoi? Et ça se finit là-dessus le film. Cette fin, elle aurait pu être bien dans un meilleur film. Même dans un meilleur film de Dupieux. En vrai, ça aurait pu marcher dans Wrong, tout simplement. Et dans Wrong Cops, ça fait dissonance. D'un coup, t'as des trucs de David Lynch dans un film extrêmement con, qui est pas mal discordant vis-à-vis du spectateur. Et aussi, les rapports à Wrong, il y en a pas beaucoup. Hein. On revoit à un moment le protagoniste avec son chien. L'histoire de Wrong, globalement, c'est un mec qui recherche son chien. Donc c'est sympa de le revoir, même s'il sert à rien. Et il n'y a pas le même univers absurde que j'avais beaucoup apprécié dans Wrong. Le fait que c'est un film qui marche pas techniquement et qui continue d'exister, hein, c'est un truc qui est très intéressant, d'où le titre, hein, Wrong. Là, il n'y a pas cette idée. Hein, mais... En même temps, le film m'a pas des masses donné envie de m'y intéresser. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Juste vous dire, si vous voulez voir des films de Dupieux, il a fait beaucoup de bien, mais pas celui-là. J'en ai parlé juste avant, Réalité et Le Dain sont excellents. Yannick est incroyable. Dali est un chef-d'œuvre absolu. Le deuxième acte est franchement vraiment réussi. Les d'autres, hein, vous me direz c'est lesquels vous préférez. Bon, les comédies absurdes, c'est vite réglé et heureusement c'est fini. Nous allons aller vers de meilleurs films un peu plus intéressants vu que c'est Minecraft le film. Donc, réalisé par un mec qui porte bien son nom, c'est Jared S. Et effectivement son film c'est un S, un joli S, un très bon S, vraiment excellent, n'hésitez pas à voir, je déconne hein, évidemment. S'il s'appelle S et que c'est analogue avec le film, c'est parce que effectivement c'est la S, donc vraiment la bonne écriture en plus. Hein. Et comme dans S il y a un E, c'est la note du film, donc ça tombe vraiment extrêmement bien. C'était vraiment le pire film de l'année. Je pense que Lilo
Lilo et Stitch sera pire, mais vu que je ne compte absolument pas le regarder, je ne pourrais pas dire. En tout cas, le Minecraft, ça c'est vu, je l'ai pas vu au cinéma et je suis très content pour ça du coup. Vraiment devoir dépenser de l'argent pour voir cette merde, ça aurait été insupportable. Mais bon, j'ai quand même envie de parler de ce qui ne m'a pas plu là-dedans, tant bien, il y en a beaucoup de trucs. Donc un petit mot sur Minecraft, c'est un de mes jeux préférés je pense. Tout simplement parce que l'amusement, il est exceptionnel. Le fait de pouvoir vraiment créer absolument tout ce qu'on veut là-dedans, hein, c'est ce qui le rend unique hein, et ce qui en fait un des meilleurs jeux vidéo du monde je pense. Et donc l'adaptation en film, ça a été une idée toute pourrie de base, hein, parce qu'il n'y a pas d'histoire dans Minecraft, hein, et l'histoire c'est ce qui fait qu'un film marche. À la limite, t'aurais pu faire un truc artistiquement poussé, quasiment un film sans histoire quoi, où t'as juste le mec qui se balade et qui construit des machins, et à la limite à la fin qui combat des dragons, je sais pas si vous voulez. Et puis le jeu Minecraft ça a vraiment une ambiance de film d'auteur je trouve, quasiment. C'est quand même des longues plaines silencieuses où t'as quasiment pas de bruit, où t'es enlevé de toute civilisation humaine et que tu vas devoir tout refaire toi-même. Je trouve que ça ressemble un peu à un film de Tarkovsky quoi. J'y ai peut-être un peu loin, mais franchement je trouve qu'il y a une énergie qui est un peu équivalente. Mais le problème c'est que les producteurs, eux, ils voient pas des films d'auteur, eux, ils voient jeux vidéo, donc film pour gamins débiles, du coup ils font un film débile. Parce que les producteurs, ils voient de haut les joueurs et les enfants. Ce qui a donc de m'énerver évidemment. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, le scénario, c'est qu'on va suivre Steve, joué par Jack Black, et ça marche pas trop, parce que Steve de base est censé être le personnage joué par le joueur. Donc un perso qui n'a pas vraiment de personnalité, qui est censé être commun à tout le monde. Donc le faire jouer par un mec qui est vraiment ultra identifiable, ça colle absolument pas. Hein. Mais bon, Steve était un mec qui voulait miner des trucs, et un jour il rentre dans une mine et il trouve un portail magique parce que ta gueule, il lui emmène dans le monde de Minecraft où il se fait que de cubes. Et donc l'un des principaux défauts va venir de là, c'est que bon Dieu que c'est moche. C'est moche, la colorimétrie est dégueulasse, parce qu'il voulait faire film pour enfants, donc c'est coloré partout, et c'est immonde malheureusement, vu que c'est pas maîtrisé. Et que absolument toutes les créatures qui sont là-dedans, c'est toujours les trucs de Minecraft, hein, donc c'est fait en cube, mais ils ont rajouté une texture humaine là-dessus, sur les cochons, sur les poules, sur les loups, etc. Du coup ça te donne envie de vomir, ce qui n'est pas une envie que j'aime avoir devant un film, vous voyez, surtout si c'est un film pour enfants, c'est très bizarre de vouloir les faire vomir. Mais donc, il va se retrouver là-dedans, mais il se plaît bien. Et un jour, il va aller dans l'Ender. Tous les fans de Minecraft, ça s'appelle du fanservice, ça. C'est genre pour appâter les gens qui aiment bien. On leur fait pas des bons films, mais on leur fait référence à des trucs qu'ils aiment bien. Donc, par extension, ils vont peut-être un peu aimer. Mais bon, dans l'Ender, il rencontre donc les zombies, enfin les cochons zombies et leur chef, la reine des cochons zombies, qui est donc la méchante du film, et qui est nulle à chier. Hitchcock avait dit une phrase un jour, genre, le meilleur méchant, meilleur film. Et là en l'occurrence c'est donc méchant nul à chier, film nul à chier par extension. Hein. Le perso est naze parce qu'ils ont essayé de lui donner des motivations toutes péraves qui durent une demi-seconde et qui sert à rien. Vraiment c'était très bizarre cette scène de flashback où tu sais d'avoir des motivations pour son antagoniste. Et les motivations c'est littéralement qu'elle a pas gagné à un concours genre de Miss Beauté, une connerie du genre. Et du coup elle veut détruire l'humanité, je sais pas, ils ont pas réfléchi. Et le perso n'a aucun charisme en dehors de ça, donc vraiment pathétique. Mais il n'y a pas que Steve qui va rentrer dans le monde de Minecraft, il y aura également d'autres personnages, donc 4 en l'occurrence, et ils sont tous nuls. Donc on aura le frère et la sœur. Alors, donc la sœur, vraiment développement très étrange. Hein. En fait, quand t'arrives à la fin du film et que tu vois pourquoi elle a fait ses actions, tu te demandes est-ce que c'était ça le but au final? Parce qu'à la fin, elle devient prof de self-défense. Et là, tu te dis, attends, c'était ça son développement depuis le début du film, mais ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Vraiment très aléatoire. Hein. Ça fait très bizarre parce que son développement de base, il devait plus être avec son frère, vu qu'ils sont orphelins tous les deux. Mais bon, ils ont préféré partir là-dessus, d'accord, pourquoi pas. C'est comme ils veulent, hein. Et d'ailleurs, on va me repenser de parler que de sexisme, mais je trouve ça assez con, le fait que genre le film montre à peu près que genre les mecs, ils sont très doués dans le monde de Minecraft, ils sont très forts aux jeux vidéo, quoi, et pas la meuf, mais voilà, hein, c'est tout. Ce qui aurait pu être intéressant, ce serait de jouer sur sa relation avec son frère, vu qu'ils sont orphelins tous les deux, et qu'elle sert un peu de mère spirituelle, comme ça qu'on dit, bon bref. Et bon, pour ça, il faudrait développer aussi le frère, qui lui aussi est très mal mis en scène. Le frère, c'est genre personnage cliché de film d'enfant, qui a une créativité qu'il met hors de tous les autres enfants. C'est vu et revu, mais dans un bon scénario, ça peut marcher, sauf que ce n'est pas un bon scénario. Et qu'il y a aussi une autre truc qui fait que ça marchera pas, mais j'en parlerai un peu plus tard. Le perso de Jason Momoa, je sais pas si ça prononce comme ça, je m'en bats les couilles, ne marche toujours pas non plus, c'est thème récurrent, vous voyez. C'est un perso qui peut être bien, là aussi, parce que c'est un peu comme Yann Solo, un perso qui a des motivations un petit peu répréhensibles et qui évoluera en bien, vu qu'il veut, de base, l'argent. Mais le développement est très mal foutu, ils essayent de faire une amitié avec le perso de Steve, Osef.
Osef Stia, vraiment style, hein. Donc ils ont une relation les deux qui sert principalement à faire des mêmes TikTok, j'ai l'impression, ce qui fait que ça n'évolue pas. Parce que ça aussi c'est un défaut du film, l'humour. On voit que l'humour est désespéré pour te faire rire, c'est ça le ressentiment que j'ai. Et donc le quatrième perso de la meuf qui était agent immobilière mais dont son rêve c'est de s'occuper d'animaux, pareil que Steve, Osef as fuck. Donc bon, nous sommes face à un quintuor, je crois que c'est ça le mot, de protagonistes très tiédasses, mais qu'on va devoir supporter pour le reste du film, qui ne fonctionne pas non plus pour une autre raison, c'est que le film a vraiment une morale de merde, très méprisant envers le spectateur. La morale globalement, c'est joueur de jeux vidéo de Minecraft, tu devrais te laver, sortir dehors, travailler pour la gloire de l'économie et du capitalisme. Voilà, moi je l'ai à peu près vécu comme ça, vraiment, parce que c'est un film qui fait la distinguo entre genre monde fictionnel et le monde réalité, donc comme des trucs bien comme Alice au Pays des Merveilles, je sais pas, ou Peter Pan, où le message généralement c'est genre grandir un peu, accepter de grandir, voilà. Mais dans le contexte, ça le rend vraiment genre arrêter de jouer aux jeux vidéo, quoi, tu vois. Donc ce qui est dommage, vu que ce film se vend quand même sur le fait que c'est une adaptation de jeux vidéo, donc son public cible de base, en dehors des enfants débiles, comme j'ai dit plus tôt, c'est les joueurs de Minecraft. Donc les insulter directement, marketingement, c'est quand même pas une bonne idée, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, la morale ne fonctionne pas dans ce film en soi de base, vu que le distinguo justement entre la réalité et leur monde fictionnel là n'existe pas. Vu qu'en fait le monde de la réalité il est filmé de la même manière que le monde de Minecraft. Donc avec les mêmes styles de couleurs, le même éclairage, etc. À part que c'est pas fait en fond vert, c'est vraiment pareil. C'est un bon film comme ça a vraiment une différence hein, normalement. Alors je vais reciter du Tarkovsky, mais dans Stalker, il y a une différence nette et claire entre la zone et le monde d'où viennent nos protagonistes. Genre je leur demandais pas forcément d'être au même niveau, mais tout de même un peu d'effort, je ne sais pas. Et ce qui fait que ça ne marche toujours pas, c'est qu'il se passe des trucs dans le monde réel, toujours irréalistes. Tu peux pas me dire, va dans le monde réel, si le monde réel n'est pas réel. Je sais pas si je suis clair là-dedans, mais l'exemple donné à ça, du fait que c'est pas le monde réel, c'est le fait que le petit con là, le petit frère, réussit à faire un jetpack alors qu'il a, je sais pas, 15 ans, j'en sais rien, je m'en branle, et qu'il est au collège ou une connerie du genre, en une journée et demie. Ouais, voilà, c'est ça, une journée, il fait un jetpack, hein, et qui est opérationnel, hein. C'est pas très réaliste. En tout cas, je tiens à adresser un message. Je vais adresser un message maintenant à un ami à moi, il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, c'est mon abonné le plus fidèle, qui est ingénieur hein, pour l'anecdote, donc mon cher ami, tu pues la merde. Le petit gosse là, il a 12 ans et réussit à fabriquer des jetpacks alors que toi tu galères avec ta fusée. Franchement, au bout d'un moment, remets-toi en question, hein, je sais pas, mais voilà. Oh putain. Ah, des fois je dis de la merde. Bon. J'ai très hâte de voir comment tu vas réagir. Bon, j'avais d'autres trucs à dire, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir de nouveaux trucs négatifs à dire sur ce film, mais là j'ai rien qui me va. Non, c'est bon. Apparemment ils veulent faire une suite, je pense que... ouais, ça va être mauvais aussi, mais bon. On attendra de voir pour juger. En tout cas, là, je pense que j'ai fini ce que je voulais dire. C'était assez bien de se libérer à ce niveau-là. Heureusement, dans la vie, il y a des films qui sont bien. Et le film dont je vais parler tout de suite l'est. C'est donc l'avant-dernier Mission Impossible, le 7ème du coup, Death Recording. Quelque chose comme ça. Toujours de Christopher McQuarrie. Je sais pas, développé 5 siècles, c'est à moi. C'est toujours la même formule qui remarche. Les scènes d'action sont toujours aussi cool. On revoit nos personnages, même si c'est un truc un petit peu dommage. Je développerai un peu plus quand je parlerai du 8ème, je pense. Les nouveaux méchants qui sont en l'occurrence Gabriel et une IA maléfique marche parfaitement, donc l'entité du nom de l'IA, et qui rend très bien le fait que c'est la conclusion. Le dernier film, avoir une menace aussi gargantuesque finale là-dedans, comme ça rend le truc très puissant. Ça me rappelle un peu, même si c'est très différent, le Godzilla contre Destroya des années 95, qui là aussi devait servir de conclusion à toute une série de films, et qui du coup l'ancre dans un conflit vraiment beaucoup plus important que les films précédents. Pour la conclusion, c'est vraiment très fort. L'entité du coup qui a toujours les trucs des IA habituels, hein, donc comme HAL 9000 t'as une représentation de cercle comme un œil, sauf que là c'est en bleu. Et en plus de nouveaux personnages, tu as celui de Paris, son vrai prénom, joué par Pomme, putain je retiens jamais son nom, Clémentieff, j'espère que je prononce bien, qui est vraiment trop cool hein, dans ce rôle. J'adore toutes ses designs, la fantaisie qu'elle apporte, c'est un peu quasiment muet de garde du corps en gros. Ouais, elle est excellente, hein, géniale, j'adorais. Puis française, hein, forcément, la patrie. L'autre perso qui peut être bien, qui est Grèce,
Grace, enfin voilà, bon bref, un truc comme ça. Je développerai un peu plus dans le prochain, vous verrez. En tout cas, le tout, c'est très fort. Je l'ai mis que à moins, j'aurais pu le mettre en A tout court, mais c'est pour certains trucs qui arriveront dans le film d'après, vous verrez quand j'en parlerai. En tout cas, ça laissait beaucoup d'espoir pour le film suivant, hein, vu que ça se termine en cliffhanger. Voilà, je vais pas tergiverger plus, j'ai d'autres films à qui parler. Un film un peu moins bourrin, sorti cette année, c'est Fanon de Jean-Claude Barny, qui est un biopic sur Franz, c'est ça son nom ? Je vais pas me gourer. Franz Fanon, qui est un psychiatre français. Et là, le film se concentre principalement sur la période où il était en Algérie, durant les années 50. On revient sur ce conflit, et comme j'ai parlé sur le Pepe le Moko, pareil que je ne connais toujours pas, hein, vous inquiétez pas. J'essaierai d'éviter de dire des conneries là-dessus. Parce que du coup, Fanon, c'est quand même beaucoup plus développé sur le conflit en soi. Je vais tout de suite mettre la note, je l'ai mis à moins. Vu que Fanon, il était pas résistant, c'est pas ça le terme, je crois pas. Même si c'est ça, quoi, c'est pour résister à l'occupation française. Mais en gros, il était parmi les forces résistance algérienne, ce qui font que c'est un mec plutôt cool. En gros, le film va se concentrer sur deux trucs. Sur toutes les méthodes de psychiatrie qu'il va amener dans l'hôpital où il va travailler, qui sont très intéressantes. Hein. Là aussi, c'est un domaine où je suis pas expert. Mais vraiment, c'est très bien la manière dont il a d'opérer les choses. Et également, toutes ses implications avec la résistance algérienne. Donc tout ça, ça va montrer le portrait d'un homme qui l'embellit un peu. Je ne sais pas s'il était vraiment comme ça dans la vraie vie. Je ne sais pas si le film a exagéré certains traits de sa personnalité, de son histoire, etc. Mais ce qui est raconté en soi, ça reste quand même vraiment très fort et assez pertinent. Notamment quand tu fais des parallèles avec l'époque actuelle, hein, évidemment. C'est quand même ça un peu que sert ce genre de film. Et le devoir d'histoire de manière générale, notamment de l'Algérie, donc qui est une période que je ne connais pas beaucoup. Donc c'est sympa de voir des films là-dessus. Hein. Et puis Fanon, il est très cool. Il a un charisme de fou, le gars. Notamment parce que le film, il est entrecoupé de textes qu'il a vraiment écrit lui-même, je pense, dans certains de ses livres, qui écrit des trucs vrais, vraiment des trucs très pertinents sur le racisme, le colonial, voilà. Il dit mieux que moi notamment. On sent que c'est un mec qui a réfléchi, quoi. Si c'est, puis il a vécu de manière générale, donc c'est fort. Non, mais vraiment, en fait, mon appréciation du film va vraiment dépendre de quand je ferai des recherches plus approfondies sur Fanon, si c'est véridique ce qui est arrivé. Ce que le film dit est vrai, franchement, Fanon c'est un personnage historique très intéressant. Que ce soit pour l'Algérie en soi et la psychiatrie de manière générale. Hein. Et en tout cas, le film donne très envie de nous intéresser à cette période. Donc j'essaierai de voir des films là-dessus, ou des documentaires, hein, des livres même, ça se trouve. Hein. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire à part regarder ce film. Sincèrement, très pertinent. Bon, là, faut savoir que je commence à tourner depuis à peu près 4 heures. Donc forcément, je développe moins ce que je veux dire. Mais bon, nous avons quand même d'autres films qu'il faut absolument que je parle. Et nous avons presque terminé. Le prochain, c'est donc Mission Impossible Final Recording, le dernier film de cette saga. Et j'ai été un peu déçu. Je lui ai mis que B, malheureusement. Pourquoi j'ai été déçu? Je trouve que le film n'a pas su bien rebondir sur les événements que le film précédent avait amené. Le personnage de Gabriel, par exemple, était beaucoup plus intéressant quand il était vraiment un genre de fidèle de l'entité, en gros. Quand il le prenait pour un dieu, véritablement. C'était beaucoup plus intéressant que ce qu'il essaye de faire dans ce film. Après, il y a des trucs cool, hein. J'aime beaucoup la fin qu'ils lui ont donnée, je vais pas spoiler, hein. Sinon, tout le reste, c'est quand même vraiment très fort. Les scènes d'action sont très cool, sont très puissantes. Les scènes de personnages aussi ont pas mal de développement. On retrouve Benji, du coup, Luther aussi, qui a une belle scène. Et Paris aussi, hein, que j'aime toujours autant, même si elle est un peu moins fantaisiste. En même temps, au niveau du contexte du film, je comprends, mais... Et franchement, la pomme Kelmenstief, Plan Menstief, je prononce tellement mal son nom, je suis désolé. Elle sait très bien faire ce genre de personnage. Elle l'avait déjà incarné dans le All Boy de Spike Lee, mais seulement là elle fait dans des films qui sont bons. Donc ça a de quoi faire plaisir. En tous les cas, le truc qui m'a vraiment pas mal déçu dans tout ce film, c'est le traitement du personnage de Grace, également de celui de Ilsa. Donc Ilsa qui est, je vais spoiler le 7ème film, donc vous pouvez passer, il y a le timecode en description, morte dans le 7ème film. Et du coup les scénaristes lui ont trouvé une remplaçante pour l'amoureuse d'Ethan Hunt. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas, voilà. J'étais content, ils avaient pas mis ce cliché du fait de remplacer la meuf, mais ils le remettent quand même. Il avait enlevé dans les films d'avant, mais ils le remettent. Et tout ça, ça gâche un peu le personnage de Grace, qui peut être un bon personnage en soi. Il y a un truc de la personnalité qui est cool, notamment dans le 7ème film. Tout le développement du fait qu'elle était pas du tout dans le milieu d'espionnage, hein, à la base, et qu'elle aura quand même donné le choix. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais le fait de vouloir faire une genre d'amourette avec Ethan Hunt, ça... c'est pas son rôle, hein, je trouve. Je pense pas. Mais après, apparemment, si Ilsa n'est pas là, c'est que l'actrice ne voulait pas, et on l'a pas forcé une actrice, hein, donc voilà. C'est quand même dommage, je trouve. Vraiment dommage, et moi, ça m'a déçu. C'est pour ça que j'ai quand même été assez négatif. Et autre truc qui m'a négativité aussi, c'est l'IA, donc l'entité, hein, qui se trouve aurait pu être plus développée aussi. Sur le coup, il m'avait pas mal rappelé certains passages autour de, si vous connaissez AM, c'est
une autre IA de fiction dans le bouquin Je n'ai pas de bouche et il faut hurler, c'est ça le titre. Voilà, qui est un personnage très intéressant dans ce bouquin de IA qui déteste l'humanité. Et à quelques instants, il y avait aussi ce côté un peu haine de l'humain comme AM, mais ils l'ont pas assez exploité. C'est dommage, hein, je trouve. Ils auraient pu aussi faire plus le côté l'IA devine pratiquement tout ce que fait Ethan avant. Il y avait un peu de ça dans le 7ème film et du coup je m'attendais à ce que dans le 8ème ils mettent ça beaucoup plus en avant, mais malheureusement ils l'ont pas trop fait, ce qui est dommage. Hein. Et un autre défaut qui m'a pas mal énervé autour de l'entité, c'était ses origines. J'ai pas du tout aimé la manière dont ils ont raconté ça. En fait, ils nous ont confirmé que la patte de lapin du 3ème film était l'IA en soi, un prototype de l'IA, quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas aimé ça. Pourquoi? Parce que du coup, ça donne une explication sur ce qu'est la patte de lapin, et j'ai franchement beaucoup plus aimé le fait qu'on ne sache jamais ce que c'était. Vraiment, c'était dommage de lui donner une explication 5 films après. Et ça sert vraiment à rien. Hein. Ça aurait pu être la patte de lapin ou autre chose. Mais malgré tout, ça reste un très bon film d'action, donc j'encourage à aller voir. Et voilà, c'est donc tout pour la saga des Missions Impossibles. Je vais donc faire mon résumé de toute cette saga. Je pense que mes 3 films préférés, je dirais que c'est Fallout, Protocole Fantôme, et j'hésite entre Rogue Nation et Dead Recording, entre les deux. Et du coup, celui que j'aime le moins, c'est évidemment le 2, qui est toujours nul à chier. La note moyenne globale des films, ça tend vers B+. En gros, globalement, c'est B,75, qui n'est pas une vraie note qui existe. Mais au moins, ça représente bien le feeling que j'ai. C'est vraiment de très bons films où je suis bien diverti. Mais voilà. Et donc, le truc principal, vraiment, qui fait que Mission Impossible, c'est beaucoup plus fort que tous les épisodes, c'est le côté de choix. Ils insistent beaucoup là-dessus sur le 7ème film, qui est qu'ils ont le choix, qui sont des protagonistes actifs de leur histoire. Ethan Hunt, il a toujours le choix de faire ses missions ou pas. Et à chaque fois, on développe pourquoi est-ce qu'il choisit de les faire. Là, en l'occurrence, l'IA, c'est pour défendre l'humanité, vu qu'il pense que c'est un vrai problème. Alors que James Bond, lui, c'est juste qu'on lui donne une mission et il l'a fait parce qu'il est obligé, c'est son travail. Fin. Voilà. On développe jamais rien sur lui, ce qui fait que, ouais, Ethan Hunt est un meilleur personnage. Et en plus, il est beaucoup plus humain parce qu'on voit plus ses faiblesses, etc. Donc, Mission Impossible, c'est une saga que je recommande volontiers. Vous pouvez oublier le 2, il sert à rien de toute façon. Il n'a pas vraiment un grand rôle, il va pas revenir. C'est pas bien grave. Donc, les Missions Impossibles, c'était une super saga que je suis bien content d'avoir découvert. Malgré quelques trucs qui m'ont énervé. On arrive doucement à la fin et j'en peux plus. Il nous reste 3 films et attention, c'est parti. Chantage de Alfred Hitchcock. Pas mal de films muets des premières années de Tonton Alfred ressortent en salle, ce qui est bien, également en DVD et en Blu-ray. Du coup, je vais pouvoir en parler pendant pas mal de ces vidéos parce que Hitchcock, c'est un de mes réals préférés. Même si à l'époque, il était pas dingos. Chantage, je lui ai mis C+. Donc déjà, appeler son film Chantage alors que ça représente la partie la plus courte du film, c'est un peu bizarre. Donc l'histoire, ce sera une meuf qui trompe son mec en gros, globalement. Elle sort avec un autre gars et ce type va essayer de l'agresser sexuellement, elle se défend et le tue par mégarde, et le lendemain, lorsque les policiers interviennent, son petit copain, qui est flic et qui est par la mère de toutes les coïncidences chargé de l'enquête, devine assez rapidement que c'est elle qui a fait le coup et décide de ne pas l'incriminer. Et ça va être ce que le film aurait pu aborder directement. Vous voyez qu'il n'y a pas de chantage pour l'instant, hein, techniquement, ça c'est la base du scénario, il n'y a pas de chantage. Le problème de ce film, s'il a une note aussi basse, c'est parce que toute cette partie, elle met vraiment 50 minutes à se développer. Et c'est pas très captivant la manière dont il a de nous y raconter. C'est vraiment juste ça le défaut, que ça prend des plombes pour des trucs qui peuvent avoir des mises en scène assez intéressantes. Et aussi des origines d'Hitchcock, hein, comme le plan zénital sur les escaliers, là c'était parmi les premières fois qu'il a pu l'utiliser, je pense. Hein. Donc c'est vraiment sympa de savoir que tous les codes qu'il a maintenant, enfin qu'il avait, ils viennent de quelque part, vous voyez. Bon, après il y aura quand même un chantage qui va arriver. Donc il y a une autre personne qui a deviné que c'est la meuf qui a fait le meurtre et qui a une preuve, donc il va essayer de les faire un peu chanter. Mais comme j'ai dit, ça dure vraiment que genre 20 minutes, je pense, hein, durant tout le film. Ce qui est très court. Hein. Le problème du film, ouais, il est pas intéressant, quoi. Tout le dilemme peut être sympa, mais il est pas trop développé, parce qu'il prend des plombes à se mettre en place. Du coup, on n'a pas le temps d'y développer, c'est logique. Et tout le reste, ouais, non. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est l'histoire autour que je vais résumer. Quand Alfred commence à faire le tournage, on était en pleine période du muet. Seulement, quelques jours après le début, sort Le Chanteur de Jazz, premier film parlant du cinéma. Hitchcock trouve ça incroyable et veut rajouter le son dans son propre film. Mais en Angleterre, à l'époque, on n'avait pas les moyens d'engager des trucs comme ça. Donc, il termine le tournage, il termine le montage, le film est prêt à être projeté et son producteur lui fait un cadeau, lui dit qu'ils ont les moyens de sonoriser le truc. Seulement à l'époque tu pouvais pas encore sonoriser des images que tu avais à part, il fallait forcément les prendre durant le tournage. Donc ils ont retourné pas mal de scènes, pas toutes mais quand même pas mal, pour refaire un second montage qui est sonore pour le coup. Donc c'est à la fois le dernier film muet et le premier parlant du cinéma britannique. Tout ça, ce mélange entre parlant et muet fait une transition très bizarre, notamment pour pas mal de scènes. Toutes celles du début étaient toutes muettes du coup, ils ouvrent les lèvres sans avoir
avoir de son qui sort. Ça fait bizarre de les voir parler juste après. Mais bon, Hitchcock, pour avoir vu d'autres films là-dedans, comme À l'Est de Shanghai, il était pas très doué durant cette période de pleine transition. Donc j'espère qu'après, il se débrouillera mieux quand même. On n'était pas encore au Hitchcock qui fera les psychos, etc. Même s'il avait déjà commencé à faire ses caméos. Notamment, dans ce film, on a peut-être son meilleur caméo, je pense. Mais voilà pour ce qui est de chantage, on reviendra plus tard. Je parlerai de meurtre directement et je sais plus c'est quoi qui sera avec. Mais c'est sûr que ça va être cool. Et un autre réal dont j'ai déjà parlé, c'était Miike avec son Dead or Alive 2 du coup, qui n'est pas une suite au premier Dead or Alive. Ça ferait très bizarre d'avoir une suite du coup avec ce qui s'est passé à la fin, mais bon. Tout le délire là-dedans, c'est que c'est le même réal, c'est les mêmes acteurs, mais c'est pas du tout la même histoire. En fait, moi je vois vraiment ça comme ça. Miike a commencé à écrire son histoire de Dead or Alive 2, il s'est dit ça marchera jamais. Dead or Alive, ça a eu un succès très fort, donc je vais rappeler les gars, je vais essayer de faire croire que c'est la suite, et ça marchera de ouf du coup. Je pense que c'est ce qui s'est passé en vrai, mais véritablement, j'en sais rien. En tout cas, le 2, je suis un peu plus déçu, parce que je m'attendais vraiment à un truc exceptionnel, et finalement, ça reste bien, mais c'est compliqué. Je lui ai mis à moins. Donc, l'histoire est intéressante. On va suivre deux Yakuza, ce coup-ci, donc qui sont joués par le flic et le tueur des Yakuza du film précédent. J'ai parlé il y a genre 10 minutes, je pense, peut-être un peu plus. Qui là sont deux tueurs à gages qui se rencontrent de façon un peu marrante, ils ont la même cible en gros. Et il s'avère que ce sont deux amis d'enfance qui se sont perdus de vue. Donc c'est-à-dire que le film va revenir sur la recherche du temps perdu de leurs souvenirs d'enfance, parce qu'ils vont se retrouver sur leur île natale, et c'est très beau, c'est très touchant. On a ces deux tueurs à gages qui vont essayer de renouveler avec des plaisirs paisibles et enfantins, un peu comme un film de Kitano. C'est un truc qu'on dit souvent avec ce film, c'est que c'est le film le plus Kitano de Miike. Donc il y aura des scènes magnifiques, tout ce qui se passera à la plage c'est très beau. Toute la scène autour de la pièce de théâtre qui part vraiment en couille pour le coup, et rappelle un peu aussi la pièce de théâtre dans Sing Sing, comme quoi c'est vraiment juste un truc délirant qui a pas beaucoup de sens, qui sert à faire plaisir aux gens. Là en l'occurrence surtout les enfants, vu que c'est quand même un thème assez important, et également toute la poétisation autour du sous-titre du film qui s'appelle Birds, les oiseaux, qui amène à plein d'aspects différents du film, qui est très intéressant franchement. Le défaut du fait que c'est A- et pas en S par exemple, c'est le fait que là je trouve que le changement de ton fonctionne pas autant que dans d'autres films. Genre dans le premier Dead or Alive ça marchait mieux par exemple, mais là c'est trop bizarre les décalages qu'ils font par moment. Je trouve que ça rend pas trop dans ce que le film veut transmettre à quelques moments. Il y a d'autres qui fonctionnent bien, j'aime tout le délire autour de la fin qui est très surréaliste, mais j'aime beaucoup ce qu'ils veulent faire. Il y a les parties un peu what the fuck autour des trois autres tueurs du film là qui est quand même assez gaulerie, je veux dire, mais il y a des trucs je trouve fonctionnent pas, voilà, juste fonctionne pas dans le ton que ça essaie d'employer. Mais je vous invite volontiers à regarder ce film, notamment parce que ce film reprend pas mal la structure de certains des meilleurs Kitano, vu que c'est un peu sonatine en moins bien. Mais Sonatine c'est un putain de film, donc même moins bien c'est quand même exceptionnel, hein, soyons clairs. Les parallèles justement entre la violence du côté Yakuza et toute la beauté de ces deux amis qui se retrouvent à des scènes très poignantes visuellement mis comme ça. Celle du théâtre par exemple que j'ai parlé il y a quelques instants est mis en parallèle total avec une scène de tuerie de Yakuza. Quelque chose qui marche bien dans le décalage. Franchement c'est un excellent film par instant, mais qui se marie pas trop avec son ton par d'autres. Ce qui l'empêche d'avoir l'excellence qu'il aurait pu avoir. C'est pour ça que je suis assez déçu. Et voilà, c'est pas bien grave. Hein. Et pour ce qui est de la saga Dead or Alive qui se terminera avec Dead or Alive 3 Final, qui lui est un film de SF qui se passe en 2300, oui ça part en couille. Je parlerai plus de tout ce qui fait cette saga quand je verrai au troisième film. En attendant, j'aime bien le fait que c'est essayer d'être une saga un peu, si c'est vraiment prévu comme une saga, que je pense pas, hein, qui soit très disparate en termes de ton. En tout cas concernant les autres films de Miike, j'ai pas encore beaucoup parlé de lui jusqu'à présent, il a fait d'excellents trucs. Hein. J'en ai pas vu beaucoup, j'ai vu Audition qui est un pur chef-d'œuvre et Ace Attorney qui est quand même pas trop mal. Donc le gars, j'ai hâte de découvrir tout ce qu'il fera. Et comme je l'ai dit, c'est un cinéaste japonais très borderline qui peut faire 1 milliard de films qui n'ont aucun rapport entre eux. Je vais vous mettre 3 affiches de 3 films différents qu'il a fait et je vous jure que c'est le même réal. Voilà. L'univers me captive pas mal, me donne envie de voir la suite parce que j'ai beaucoup les films japonais comme ça. Et puis comme ça, je verrai moins d'artistes qui font des agressions sexuelles, c'est quand même mieux globalement. Bon. Bonjour, ici Mathis du futur, comment ça va? J'espère que la vidéo vous plaît, hein, ce qui m'étonnerait fortement vu que ça fait genre plus d'1h20 qu'elle a dû commencer. Vous devez peut-être en avoir marre de m'écouter, hein, c'est bien possible. Seulement il s'avère qu'il y a un problème effectivement, c'est que durant le montage je me suis rendu compte que j'avais oublié de tourner une partie sur un film. Et me revoilà donc, forcé à retourner un truc, alors que ma lumière a décidé de déconner comme jamais, et que j'ai un ulcère au niveau de la bouche, qui est précisément un endroit qui me casse les couilles lorsque je parle. Tout ça pour parler d'un des pires films Astérix qui a jamais existé.
Car oui, en effet, je vais donc parler d'un Astérix, et c'est Astérix au service de Sa Majesté, de Philippe Tirard. Et que oui, il est très mauvais, je lui ai donné E+, mais c'est vraiment pour être gentil le plus. Problème numéro 1, c'est une adaptation des Normands et des Bretons. Deux BD d'Astérix, hein. C'est pas la première fois qu'on adapte deux BD en un film, hein. J'avais parlé plutôt du coup du Menhir, adaptation du Combat des Chefs et du Devin, et il y a aussi La Surprise de César, hein, qui est là une adaptation d'Astérix Légionnaire et Gladiateur. Seulement dans ces cas-là, ça marchait bien. La transition entre Gladiateur et Légionnaire était un petit peu forcée dans le scénario, certes, et dans le Devin, il y a 2-3 scènes qui collent pas beaucoup, c'est vrai. Mais par rapport à ce film-ci, franchement, y a aucun souci. Non, parce que là, les scènes sont tellement forcées que ça sert à rien, quoi. La présence des Normands sur le sol breton n'a aucune importance durant le récit, c'est vraiment anecdotique, hein. On se demande pourquoi on les a mis. Du coup, la seule utilisation réelle de ces albums, c'est Goudurix. Goudurix qui est pas un des meilleurs persos d'Astérix, on va pas se mentir, et qui là aussi fait assez anecdotique et très mal mis en scène, je trouve. Mais bon, on n'est pas à ça après. Autre défaut important du métrage, c'est Astérix et Obélix. C'est con, c'est quand même les persos principaux. Leur alchimie ne fonctionne pas. Et ça, c'est à cause d'un souci qu'ont beaucoup de films Astérix récents, surtout ceux en prise de vue réelle, parce que du coup, entre le moment où j'avais enregistré la première fois et aujourd'hui j'ai vu l'Empire du Milieu, et ils ont les mêmes défauts avec Au service de Sa Majesté, à savoir qu'ils savent pas bien faire la personnalité d'Astérix. Je sais pas, c'est peut-être un savoir-faire mystique qu'on a oublié des temps immémoriaux. Astérix c'est un perso qui est plus intelligent que la moyenne, donc ça lui arrive un peu d'être prétentieux. Et à ce point-là, c'est quand même exagéré, hein. Genre, le mec il dit directement à Obélix, tu es inférieur intellectuellement à moi, tu m'insupportes. C'est pas ça Astérix. Et puis c'est vraiment comme ça que vous voulez représenter l'une des plus grandes amitiés de la BD franco-belge? Par deux mecs qui peuvent pas se supporter? Parce que Astérix et Obélix se sont souvent disputés, mais c'était petit, c'était léger, c'était pour la déconnade. Jamais des trucs vraiment graves. Là, c'est vraiment juste gênant et c'est hors propos. Mais bon, il n'y a pas que les films live qui savent plus respecter la personnalité d'Astérix. Uderzo aussi galérait pas mal quand il écrivait tout seul son Goscinny. Autre problème, les Bretons sont joués par des Français. Et ça s'entend. Leur accent s'entend vraiment beaucoup. Là où dans le dessin animé Astérix chez les Bretons sont joués par des personnes qui ont un accent anglais. Ce qui aide beaucoup à rentrer dans le délire, hein. Et en parlant de dessin animé, quand tu compares les deux, tu vois clairement qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Toutes les scènes du dessin animé sont systématiquement beaucoup mieux réussies et plus drôles et plus marquantes que celles du film live. La scène dans la prison, la première rencontre de Jolie Thorax, le coup du voleur d'abandonner Charrette, et surtout la révélation de fin. J'ai un peu développé beaucoup plus là. Dans la BD chez les Bretons, ça se termine d'une façon assez intelligente, j'ai trouvé, avec l'utilisation du thé, symbole évident chez les Anglais, et des feuilles de thé que Astérix a, pour leur faire croire qu'ils ont de la potion magique, etc. Ce qui leur permettra surtout de ne plus être dépendants des Gaulois et donc les aider pleinement, hein. C'est ce qui fait que c'est un rebondissement plutôt sympa dans l'intrigue, je trouve. Seulement, la justification sur pourquoi est-ce que Astérix a ces feuilles est un peu bidon dans la BD. C'est genre au début, Astérix qui prend des feuilles chez Panoramix parce que on sait pas pourquoi. C'est très bizarre, hein. Dans le dessin animé, ils ont changé ça d'une meilleure façon, je trouve. En gros, c'est Épine Maïs qui donne à Astérix des feuilles de thé pour le remercier de l'avoir sauvé des pirates, etc., etc. Et donc il les garde parce qu'il sait pas quoi en faire. Et c'est logique qu'il les ait du coup, c'est pas juste sans raison, vous voyez. J'ai préféré cette explication là. Et dans le film live, qu'est-ce qu'ils nous ont fourni comme explication? Alors, c'est autre chose et c'est plus mauvais. Bon, déjà, il y a Épine Maïs, je crois, ou Grain de Maïs, je sais plus quel nom ils ont choisi, qui est donc un Indien joué par un Français. Et donc ils ont fait du blackface. Le film date de 2012, hein, et le blackface existait encore visiblement, ou peut-être qu'on dit indie face. En tout cas, il s'avère que ce personnage n'apparaît pas juste au début où il donne les feuilles de thé comme dans le dessin animé. Non, il apparaît à des moments sporadiques du récit. Et donc, ça s'appelle une facilité scénaristique. On n'a pas trouvé comment amener ça subtilement dans le scénario, alors que le dessin animé l'avait fait très bien. Alors, il vient juste à la fin pour donner la solution à nos protagonistes. Hein. C'est totalement un Deus Ex Machina. Et donc, une pareille d'écriture. Voilà, en tout cas, c'était formidable. J'ai réussi à finir ce que je voulais dire sur ce film. Allez, je vous laisse avec mon moi du passé. À tout à l'heure. Il nous reste un film pour terminer le mois, et ce film, ce sera compliqué d'en parler. À savoir Les Maudites de Pedro Martin Calero, qui je crois n'a réalisé rien d'autre à part ça, ou peut-être un court-métrage, je ne sais pas, je vérifierai. Qui là nous a fait un film d'horreur. Je ne sais pas quoi lui mettre comme note. Je n'ai vraiment aucune idée, c'est très particulier pour le coup, c'est la première fois que je suis vraiment autant perdu. Faut dire, je l'ai vu hier. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'au montage je trouverai... Donc si au montage j'ai trouvé la note, ce sera celle-là. Je vais quand même un peu résumer l'histoire, qui est celle de Andrea, qui est une jeune étudiante en architecture, je pense. Je crois que c'est pas dit dans le film, mais il me semble que ça doit être ça. Qui est poursuivie sans qu'elle le sache, au début du film en tout cas, par une entité mystérieuse. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est exactement. C'est un genre de fantôme qui ne peut être vu qu'avec une caméra, ou un téléphone, en tout cas quand on le filme. On le voit à travers l'écran, quoi, vous voyez. C'est un choix artistique assez sympathique de la part de ça. Mais le défaut qu'il y a autour de ça, c'est principalement qu'on n'a jamais de réponse sur qu'est-ce que c'est que ce truc. Je trouve
ça vraiment dommage qu'on n'ait pas d'explication. Je me doutais bien qu'on ne l'aurait pas eu quand j'ai vu le film la première fois. Non, parce que je trouve que ça empêche d'avoir un propos vraiment fort. Ne serait-ce qu'un peu d'origine, quoi, vous voyez. C'est pour ça que moi je reparle du Japon. J'aime beaucoup les films japonais d'horreur parce qu'à chaque fois, leur fantôme, ils leur donnent des origines précises qui permettent d'amener le commentaire social qu'ils mettent à chaque fois. Là, il n'y a pas, donc c'est libre cours aux spectateurs, mais bon, je trouve ça un peu flemmard quand même, si je puis me permettre. En tous les cas, un point extrêmement positif, c'est toute l'ambiance horrifique du film est exceptionnelle. Vraiment, c'est impeccable, je n'ai rien à dire. L'atmosphère qu'il réussit à créer à travers tout ce qui va se passer, les scènes qui vont suivre sont excellentes. C'est du pur cinéma puissant qui vous marque à vie, quoi, vous voyez. C'est les raisons qui font qu'on va dans les salles de cinéma et qui gagne à être vu dans les salles de cinéma. Parce que tout ce qui est autour du son, notamment, avec ces petits chuchotements qui arrivent à beaucoup de moments du film, marcherait beaucoup moins bien si t'as pas la bonne ambiance sonore, quoi. Si t'as pas les bons enceintes salle de ciné, par exemple. Genre, quand il y avait les chuchotements, j'étais assis, j'ai vraiment cru qu'il y avait des gens à côté qui parlaient, quoi, vous voyez. Si j'étais dans une salle pourrie, comme dans ma chambre par exemple, avec mon ordi tout pérave, je perdrais beaucoup de choses. Le cinéma, ça apporte vraiment énormément au film. Une preuve parmi tant d'autres. Mais le truc le plus dommage là-dedans, c'est vraiment sa fin. Mon dieu, ce que j'ai pas aimé sa fin. Il y en a pas. Tout simplement, il y en a pas. J'essaie de pas spoiler, je vous jure. Mais attendez-vous à être déçu quand vous verrez le film. Parce qu'il n'y a pas de fin, c'est pas une fin ça. C'est une fin de cliffhanger de série télé. Et je suis pas sûr qu'il y ait de suite. Je pense pas. Ça m'étonnerait qu'il y ait une suite. Hein. Mais en tout cas, c'est clairement pas fini. Il manque des trucs. Il manque le développement, du coup, ce qui fait que j'ai pas trop d'ampleur sur c'est quoi l'histoire de trucs. J'ai eu d'excellentes scènes, certes, mais j'ai pas eu les liens qui va tout unir ça, donc j'ai vraiment pas l'impression d'avoir été captivé, quoi. J'ai pas envie de lui mettre une mauvaise note, mais en même temps, tu veux pas un peu me montrer c'est quoi ce que tu veux raconter, forcément, ouais, moi je vais pas aimer, quoi. Alors, le truc marrant, hein, j'ose dire, c'est qu'à un moment du film, t'as un autre personnage qui est une étudiante au cinéma, qui fait des films, du coup, donc elle fait un film assez expérimental, et son prof lui dit que c'est genre vraiment la branlette intellectuelle, quoi, globalement, qu'il n'y a pas d'émotion, et le truc marrant, c'est un peu ce qu'on peut dire, la fin de son propre film, hein. Cocasse. En vrai, si vraiment ils font une suite, ce qui n'arrivera pas, et qu'ils réussissent très bien à pleinement mettre en lumière toutes les implications qu'ils ont amenées, franchement, moi je suis pour, à 100%. Ce sera un excellent truc. Parce que, tel quel, du coup, il y a pas mal d'incohérences, quoi. S'ils avaient donné des explications, il y aurait peut-être moyen de sauver ça, mais du coup, c'est vraiment les incohérences de base, quoi, des trucs de films d'horreur, genre, par exemple, pourquoi est-ce que le fantôme, du coup, on va dire, tue ce personnage, mais pas l'autre? Avec des explications, tu pourrais, mais non, t'as rien. Voilà. Donc je suis quand même assez déçu pour ce fin de mois, mais bon. Voilà. En tout cas, ça donne envie quand même de voir ce que ce réal a à proposer, parce que pour créer une ambiance, il est très fort. Bon, sur ce, je pense bien que j'ai terminé, moi. C'était très long, je pense que la vidéo va durer 5 heures, mais je vais essayer de couper dans le gras. J'espère réussir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était un vrai plaisir. Normalement, hein, il devrait sortir une vidéo sur le bon, la brute et le truand, si je me débrouille bien, ce qui n'arrivera certainement pas, mais si je me débrouille bien, elle devra arriver durant le mois de juin, parce que normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai toujours pas fini de monter. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, j'ai donné de mon temps et de ma personne. Voilà, j'ai plus rien à dire, je commence à me dessécher. Je pense qu'il faut que je boive de l'eau et que je me couche. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao, Pantin. 一斉のせ